Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jer Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine qui on reçoit au podcast, c'est nul autre que Richard Z. Sirois. Ça a vraiment été une merveilleuse rencontre, une incroyable rencontre dois-je dire même. Pour vrai, c'était un esti de perle, ce gars-là. J'ai vraiment tellement eu une belle complicité avec lui. Super gentil. Il a tellement embarqué dans le podcast, tu sais. Quand on reçoit un invité de même, ça ne peut que être que du fun et du plaisir. Puis bref, un gros merci à Richard Z. Sirois d'embarquer dans le podcast. Si vous ne savez pas c'est qui, je pense que vous allez vraiment triper à le connaître ou à le redécouvrir s'il y en a qui l'avaient connu, parce que Richard Z. Sirois, il a fait partie, il était un des membres fondateurs du groupe RBO. Il a même fait partie aussi du groupe les Bleus Poudres, Sans Limite. C'est vraiment un pionnier de la radio, tu sais, ça fait longtemps qu'il fait ça, fait que, bref, il a vraiment eu une belle grosse carrière, puis même avec les statuts qu'il fait, qui est, je me souviens plus c'est quoi le titre, asti, c'est quoi, asti, man, je m'en souviens pas, là, je me sens un peu mal pour lui, c'est sa page Facebook, le vinyle de l'insomniaque, ok? Fait que je l'ai plugué, esti. Yes, sir. Puis j'aimerais dire aussi un beau gros salut à son fils Émile. Yes, sir, tabarnak. Merci d'avoir encouragé ton père à venir. C'est tout le temps bien cool. Fait un gros merci à Richard Z. Sirois. Ça a vraiment été un énorme plaisir de le recevoir au What's Up Podcast. Avant que je vous laisse écouter le podcast, juste vous dire, si vous voulez m'encourager, c'est vraiment important, devenez membre Patreon au patreon.com/whatsuppodcast. Il y a plein de forfaits. Il y en a à 2-3 piastres, d'autres à 10 à 25. Il y a des forfaits pour tout le monde. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence, OK? Et il y a plein de podcasts qui vont venir dans pas long. Là, il y a déjà celui avec Paul Sarrazin. Il va y avoir celui avec Jacques Rougeau qui vient. Il y a aussi, vous avez aussi le droit à accès à un podcast audio que je fais qui s'appelle After Show, qui est dans le fond un audio des podcasts que je fais après mes spectacles, parce que là je suis en tournée en ce moment. Et justement, si vous voulez me voir en tournée, les billets sont au jeralain.com. Il reste encore Gatineau le 2 octobre et Sherbrooke le 16 octobre. Puis si je me trompe pas, je vais à Chicoutimi le 23 octobre. Les billets vont être au jeralain.com. Puis il y a de quoi qui s'en vient pour Montréal. Fait que restez à l'affût tout le monde. Je sais pas si c'est de même qu'on dit cette expression-là ou cette phrase-là. L'affût ou l'affût. Vous restez, tenez-vous au courant. Si vous voulez m'encourager, vous ne pouvez pas le faire financièrement, c'est bien correct, il n'y a pas de stress avec ça. Vous pouvez toujours le faire en vous abonnant à ma page, à ma chaîne YouTube, clocher sa petite cloche pour faire sûr de rien manquer. Vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, Jer Alain, à ma page Facebook, Jer Alain. Partagez le podcast, faites des stories. Moi, ça me fait tout le temps plaisir de vous repartager et vous taguer dedans. Fait qu'un gros merci tout le monde. C'est super apprécié. Passez une excellente semaine. Et j'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. On a encore une fois Alex Lavoie, Éloi Blanchard, Jérôme Arbour, Louisiane, Rochon, Baudouin, Steve Baudouin alias Mofo. Fait qu'un gros merci. Team WhatsApp, Chris, je vous aime. Sur ce, je vous dis bonne écoute tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Peace out. Puis gros merci à Richard Z. Sirois. Yes sir, tabarnak. Bon podcast. What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir Richard Z. Sirois. Ça va bien mon gars? Ben oui, t'es bien fin de m'inviter, c'est gentil, merci. Ben merci d'avoir accepté, man. Je suis super content. Toi, c'est fou pareil. T'as fait partie de plein de groupes historiques, oui. plein de moments de l'histoire de l'humour, autant de la télé que de la radio, tu sais. Oui. Puis t'as tout le temps participé un peu dans chaque affaire. C'est quand même cool. Puis ça a commencé avec, dans le fond, RBO. Oui, en mai 1981. Ouais. Ben moi, j'étais à l'UQAM en communication. Je faisais mon bac.
Et puis, je m'assoyais toujours dans le fond de la classe, en arrière. J'aimais ça, m'écraser contre le mur. Puis dans un cours, à un moment donné, il y a un gars qui est à côté de moi. Je vais apprendre, qui s'appelle Guy Lepage. Puis on se parle souvent de musique, on se parle de rock, de spectacle. Qu'est-ce qu'on écoute en vinyle, quel show on va voir. On connecte vraiment musique. Puis au moment où on se rencontre, la radio communautaire de l'Est, CIBL, apparaît. Ouais. Et CIBL cherche des projets d'émission à ce moment-là. On est au début de 81. Ça fait que comme Guy et moi, on est maniaques de rock. On présente un projet d'émission de radio qui, au départ, s'appelle le rock de A à Z. On ajoute à nos noms un A et un Z pour faire le rock de A à Z avec Guy Lepage et Richard Z. Sirois, d'où les initiales. Ah, OK. Oui, ça vient du rock de A à Z. OK, fait que le nom du show, est-ce que vous vous êtes rajouté des lettres dans votre nom à vous autres? Oui. Oui. Ah ouais, fait Oui. Guy A. Lepage, son vrai nom, c'est juste Guy. Ben, c'est Guy Lepage. Peut-être que c'est Guy-Antoine. Je ne sais pas si, à l'origine, c'est son vrai nom, en tout cas la lettre A. Mais on ajoute nos initiales, le rock de A à Z avec Guy Lepage, Richard Z. Sirois. Et une semaine avant la première émission à CIBL, on a une rencontre chez Guy. Bon, Guy et moi, on est là, on sort nos albums, nos vinyles. Puis là, Guy me dit, j'aime pas ça le nom de l'émission. Il y a trop d'affaires de A à Z, tu sais, la cuisine de A à Z, le cinéma de A à Z. Ouais. Il dit, j'aime pas vraiment le rock de A à Z, mais j'aime les initiales. J'ai dit, moi aussi, j'aime les initiales, mais comme on va avoir une émission de radio sérieuse sur le rock, il faut qu'il y ait le mot rock dedans. Le titre, en fait. Parce que moi, je voulais faire une émission de radio sérieuse. Je voulais pas faire de l'humour, là. Ouais, c'est ça. Au début, c'était juste un peu sur l'histoire du rock. C'est ça. Au départ, c'est ça. Mais là, Guy me dit, je vais trouver un nom avec le mot rock dedans. Là, il y a l'idée de rock et belles oreilles. Ah, ouais, avec l'émission. Il y avait une bande dessinée qui s'appelait Rock et belles oreilles quand on était enfant. Fait que là, il dit le rock et belles oreilles. Il est à côté sur son frigo pendant que je bois du Nestlé Quick aux fraises avec des chips barbecue. Et là, quand il dit rock et belles oreilles, je le regarde, je dis, c'est minable comme nom, ça marchera jamais. Ah ouais. C'est vraiment poche. Ça fait que, mais on a gardé le rock et belles oreilles avec les initiales. Puis rock pour la musique, c'était juste du rock dans le show. Puis belles oreilles pour le côté humour. OK. Ouais. C'est ça. Puis dans le fond, c'est plus les initiales, vous avez gardé tout le temps, RBO. Là, oui, on a gardé les initiales parce que, tu sais, dans une radio communautaire, il passe 150 personnes par semaine. C'est toutes des émissions d'une heure ou 2 heures avec des chroniqueurs. Puis tu peux pas retenir les noms de 150 personnes, mais juste parce qu'on ajoutait des initiales à nos noms, en l'espace de quelques semaines, les gens nous connaissaient. Puis on voulait aussi se moquer de gens qui étaient à C'est quoi à l'époque, comme Michel W. Duguay, qui était la grosse voix FM au Québec, si on retourne en 81. Ouais. Fait qu'en ajoutant des initiales, on se trouvait à se moquer de personnes comme ça. Puis même encore au début, les autres se sont ajoutés des initiales, comme André, c'était André G. Ducharme pour quelqu'un qui dit j'ai du charme dans la vie. T'sais. OK. Puis Yves P. Pelletier. Ben, c'est parce qu'il disait que dans sa famille, le monde bégayait, puis il disait Yves P. Pelletier. OK. Puis Bruno, c'est un peu le principe quand tu parles, puis tu fais, tu sais, des fois, comme réflexe. Bruno, il a fait Landry. Puis Chantal, on avait rajouté un F, mais elle aimait pas ça parce qu'au moment où Chantal était avec nous, il y avait un film qui s'appelait Chantal F, prostituée droguée. Quelque chose dans le style, fait qu'elle voulait pas avoir de ouais, de non, F. c'est ça. Je vais essayer de me dissocier. Exactement. Fait que, au début, moi, je voulais vraiment faire, dès la première émission, je voulais que ce soit vraiment sérieux, Rock et belles oreilles. J'avais demandé, on s'était parlé en meeting, je disais, faites une biographie de Jim Morrison, on va faire jouer les Doors, puis fait que les gars préparent ça pendant que moi j'anime. Puis là, ils commencent leur biographie de Jim Morrison en disant que Jim Morrison était né à Repentigny. Fait que là, j'étais un peu en tabarnak parce que il fuckait tout ce que je voulais faire de sérieux dans Rock et belles oreilles. Même, je pense qu'au bout de la 16e émission, je voulais faire un putsch pour les mettre dehors. Mais oui, je voulais vraiment faire quelque chose de sérieux sur la musique. Mais il te faisait vraiment chier. Oui, ben, il arrêtait pas de déconner, mais il était pas capable de parler de musique sérieusement. Ça fait que... Mais tu sais, je voyais bien tranquillement que le monde aimait ça. Le monde nous appelait, on peut-tu... Parce qu'on faisait des parodies de chansons, on faisait des sketchs. On n'avait pas de matériel, on n'avait rien à vendre, bien sûr, tu sais. Fait que là, on a fait une petite cassette de farce qu'on vendait 5 piastres. On a monté un show qu'on faisait le midi dans les cégeps qui s'appelait la tournée mondiale des cégeps de Montréal. Ouais. Puis c'était tellement vide dans les salles
qu'on se déguisait puis on allait dans les cafétérias essayer d'amener 20, 30, 40 étudiants dans nos shows le midi. Puis qu'est-ce que tu veux dire? Tu te déguisais, vous vous déguisiez? Ben, tu sais, on avait des personnages dans notre premier show qu'on faisait dans les cégeps. OK, fait que là, tu remettais genre en costume le personnage. Ben oui. Assez fait, hey, vous m'avez peut-être attendu. T'as tout compris. Bienvenue, à l'Agora, là. Comme des imbéciles, on allait dans la cafétéria pendant que le monde jouait aux cartes puis mangeait des clubs sandwich. Puis on était, je sais pas, moi, dans les costumes du feu sauvage de l'amour. Puis on disait, venez nous voir. Tu sais, on avait des grosses guitares. Venez nous voir à la cafétéria, à l'Agora ou dans l'auditorium. Des fois, on était 40, 50, 60. Puis ça marchait-tu de réussir à les amener? Oui, on amenait à peu près toujours. Mais tu sais, on n'était pas connus. C'était CIBL qui nous faisait connaître. Fait que... Ouais, radio étudiante. Puis les cégeps avaient des budgets pour les shows midi pour divertir le monde. Ça fait que... Mais le problème, c'est que notre show était trop long. Puis quand la cloche sonnait pour le premier cours, notre show n'était pas fini. Fait que là, l'auditorium se vidait. Puis on était sur le stage. Puis on continuait à faire des... Mais ça a été une bonne école, par exemple. Tu sais, de se taper des shows le midi dans les cégeps. Là, oui. Puis vous aviez quel âge dans ce temps-là environ? Mais moi, j'étais le plus vieux. Au début d'RBO, j'avais 25. En 81, les autres avaient 20, 21, 22. À peu près. Ça, tu lâches toi quand t'étais au cégep, ça? Ou... Ben, moi, j'y ai même pas été au cégep. Je sais même pas c'est quoi. C'est pas important. Non, on était tous à l'université. OK. Ouais. Tous à l'université. OK, fait que vous autres, vous étiez comme revenus d'un cégep pour essayer d'attirer... Oui, c'est ça. OK, je me suis mal expliqué. Ouais, on était tous à l'université. On faisait de la radio le vendredi soir, mais on a monté un show pour les cégeps. On faisait le midi. Ça nous donnait une 50, 100 piastres chaque, peut-être. Là. Fait que c'est là que vous avez fait un peu vos... Nos classes, peut-être? Ouais, oui. On a au lieu d'aller dans un bar... Vous autres, vous avez misé on a fait quelques bars, mais ça... Tu sais c'est quoi l'humour d'un bar? Tu sais, t'as toujours du monde sous qui parle trop fort. Puis nous, en plus, c'était pas évident à faire... Tu sais, si t'es stand-up, pas de costume, tu peux avoir un micro d'un bar. Mais nous, on avait beaucoup de déplacements, on avait beaucoup de costumes déjà dans nos shows au cégep. Okay. Fait que tu peux pas faire ça. Ça nous prenait au moins minimalement quelque chose qui ressemblait à une loge. Fait que... la cuisine... la cuisine... Ça marche pas bien. Mais tu sais, on a fait des salles à un moment donné, le monde allait aux toilettes, puis ça faisait un effet d'éclairage sur le stage. C'était hallucinant, les places qu'on a faites. Ah ouais. Mais fait que c'était vos débuts, c'était les débuts d'RBO. Début, ouais. OK. Puis est-ce que ça pognait pas pire ou un petit peu? Ça marchait bien. Ça ressemblait à quoi, ça? Ben, c'est parce que nous, il y a personne dans la gang qui a voulu faire ça de sa vie de l'humour. Mm-hmm. Même quand on était à l'université, puis même dans les premières années de Rock et Belles Oreilles, les 2 années à CIBL, là, c'était vraiment, vraiment un défoulement du vendredi soir. On amenait nos disques, nos vinyles, on était là tous les vendredis de 9h à minuit pendant 104 semaines de suite. On fumait de la dope avant le show. On buvait pendant le show. Tu sais, il y avait... On devait rien à personne. Hein, on se défoulait. Puis, en fait, tu sais, moi, je voulais faire du journalisme. Yves voulait faire des films. André, je pense qu'il voulait faire de la radio. Mais on voulait tous faire ça de façon sérieuse. Mm-hmm. On est arrivé à l'humour vraiment par accident. Puis, on était déjà vingtaine avancée. Là. Ouais. C'était vraiment un défoulement du vendredi soir. Ça s'est enchaîné bien lentement. Tu sais, il y en a qui nous ont découvert autour de 85, quand on a été révélation de l'année au Gala de la Disque. Mais ça faisait déjà 4 ans qu'on faisait un peu de bar, mais beaucoup de shows midi dans les cégeps. Beaucoup de radios communautaires. Okay. Ça fait que ça c'est arrivé, il y a une suite de chances, sûrement un peu de talent, du hasard, tu sais. Ouais. Des drôles d'affaires qui nous ont fait avancer, qui n'étaient pas prévisibles au départ. T'as-tu une anecdote de ce temps-là, de genre ces shows-là, justement, que vous avez fait vos classes? As-tu une anecdote ou d'un show précis que tu te souviens de ça? Ben, on avait fait un show à Québec, puis on avait Nous, on n'avait pas de musicien sur scène. Puis, on avait un soundman qui était vraiment pas talentueux. Là. Je pense qu'il n'avait jamais été soundman de sa vie. On s'en allait d'un cégep, on s'en allait à Québec en plus. Puis, toutes nos trames sonores étaient préenregistrées pour nos chansons. Ah ouais. Fait que là, on se mettait un costume en prévision de la chanson qui allait arriver. Mais il fallait qu'il paye sur oui, mais il mettait pas la bonne chanson. Ça fait qu'on changeait vite. C'était la catastrophe. C'était minable. Ça a été l'enfer. C'était catastrophique. Il n'y a rien qui a marché dans ce show-là. Écoute, c'était gênant. C'était vraiment gênant. Puis, j'ai une autre anecdote. C'est qu'à un moment donné, tantôt, je vais revenir un peu dans le temps, mais on a fait une tournée de radio et de spectacle en France. Avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse, alors qu'on n'était même pas connus au Québec.
Ah ouais? Oui. Je vais te conter ça tantôt, mais parlant d'anecdotes catastrophiques, là, on avait notre show amateur qu'on faisait dans les cégeps le midi, qu'on présente en France dans quelques salles. Et là, dans une salle en France, c'était catastrophique, c'était humiliant. Guy et moi, on commence avec un numéro, puis au bout de 30 secondes, il y a quelqu'un dans la salle qui crie « Remboursement! » Remboursement! Oui, remboursement! Ah, c'était tellement mauvais. Fait que c'est parce que on était vraiment... Écoute, on Même pas chou! Non, remboursement! Remboursement! Oui, puis il nous reste 1h30 de show à faire quand le monde a crié remboursement. Puis là, il y a certains Français qui venaient nous voir après. « Ah, mais c'était bien votre spectacle. » C'était pas bon, ça, c'était minable. Fait que... Puis c'est comment ça que c'était pas bon? Pourquoi que ça avait pas été bon? C'était, encore une fois, des cues pas marché? Non, c'est qu'on avait un show... Le show qu'on faisait au Québec, dans les auditoriums le midi. Et si je recule un petit peu dans le temps, à un moment donné, à Montréal, il y a eu un gala des radios communautaires et radios libres d'un peu partout à travers le monde, radios francophones. Okay. Fait que ça venait d'Afrique, ça venait de France, de Suisse, de la Belgique, Luxembourg, évidemment les radios communautaires du Québec. C'était un gros gala de radios communautaires. Et nous, on avait monté un 30 minutes au Faux-Phone électrique pour divertir les délégués francophones. Ouais. Un 30 minutes qui nous a donné la somme incroyable de 50 $ chaque. On a eu 250 à 5 et même 6, 7, 8. Là. Et là, on fait un 30 minutes. Il y a un délégué français qui est complètement saoul, en état d'ébriété avancé, qui a l'air de nous trouver drôle, puis il dit, mais tu sais, Rocky Belles Oreilles, venez en France, tout ça. On n'est même pas connus au Québec, tu sais. Fait que là, OK. Fait que là, on se retrouve en France. On a une tournée de radio et de spectacle d'annoncer. Si t'avais pas commencé avec ton affaire de show que vous avez fini par le faire, le show, j'aurais fait ça, c'est une prémisse pour vous faire voler vos organes en Europe. un Français sous qui fait venez en France. Oh oui, puis là, je suis français. Il nous assomme rendu là-bas, là. Puis il nous vole. Ça fait que là, bon, on fait notre 30 minutes au Faux-Phone. Le délégué nous dit vous venez en France, je vous organise une tournée de radio, spectacle, on n'a rien à perdre. De toute façon, on n'est rien. Là, on est rien. Vous avez tout à gagner, dans le fond. Oui, puis on a tout perdu. Ouais? Non, en France, ça n'a pas bien été. La radio, ça allait plutôt bien. La radio, c'était correct parce qu'on avait la capacité de s'adapter rapidement à l'actualité. Ouais. Puis c'est au Québec, la radio. Est-ce que vous avez fait de la radio? On a fait de la radio, oui. On a fait... en France? Oui, on a fait à Toulon, à Montpellier, à La Rochelle. On a fait Paris une couple de fois. Des radios. Ah ouais? Ouais, des émissions, une émission. Puis ça passait bien parce qu'on avait une bonne capacité de s'adapter à l'actualité. Mm-hmm. Mais les shows, l'erreur qu'on a faite, en fait, le show qu'on avait ici, on l'a amené en France, mais en parlant à la française, qui était complètement minable parce qu'on n'était pas bon, tu sais. Puis le sketch de départ de Je te parlais, qui nous ont crié remboursement... Je fais 1h30 de podcast avec toi, puis c'est juste d'affaires de loser. Je te parle juste... C'est la première fois que je fais une entrevue d'affaires qui ont juste mal été dans Rocky Belles Oreilles. Donne-nous-en, on en veut. Oui, tout ce qui a marché, tout le monde le connaît. Mais les affaires qui n'ont pas marché, ça, c'est des primeurs pour toi. Ça fait... Exclusivité. Oui, exclusivité. Loser, Rocky Belles Oreilles. Fait qu'on avait un numéro qui marchait plutôt bien. Au Québec, c'est des rockers qui vont voir un show heavy metal au Forum. Okay. Puis un peu la gang de Génie en herbe, tu connais sketch, là, les rockers dans Saint-Jean-de-Bosco. Là. OK. On a un sketch qui marche plutôt bien où ils vont voir un show heavy metal au Forum, puis ils ont les dernières places en haut complètement dans le pit, là, tu sais. Puis là, quand ils arrivent à leur billet, il y a une couple de bons gars, là, Chris, je suis dans le pit, puis fait qu'on prend ce numéro 1, on commence le show en France. Guy et moi, on arrive un peu en rocker. Puis là, Guy dit quelque chose comme « Fichtre que je suis mal situé ». Mais tu sais, on est des rockers. Fichtre que je suis mal situé en arrivant... Ah ouais, à la française. Et je pense qu'on arrive sur la scène dos au public, tellement... Oui, c'est ça. On arrive dos au public, puis on leur dit qu'on est mal assis dans la salle où tout le monde est assis. Ouais. Et c'est après ces deux seules phrases-là que quelqu'un crie « remboursement ». Ah ouais? Fait que vous venez de commencer. Oui, le show commence. On commence le show, puis on arrive dans la salle où tout le monde est assis, puis on dit qu'on est mal situé, mal placé dans la salle.
Écoute. Hey, aucune ouverture. Non, rien. C'était juste pas bon. Tu m'as pas fait rire en moins de 30 secondes. Vous allez me rembourser. Remboursement après 30 secondes. Les shows ont été catastrophiques. La radio, c'était pas pire. Mais on a fait un petit scandale en France. OK. En mai, je pense, là, j'ai pas mes notes devant moi. Autour de mai 85, il y a eu nous, on arrive en France pour participer au concours de radio à La Rochelle. On est comme en compétition avec 5 pays francophones. On représente le Québec dans un concours de radio. Le concours, c'est pas compliqué. C'est un peu comme la LNI. 30 minutes pile, sujet libre. Tu sais, genre les Français, imaginons que c'est une entrevue avec Serge Gainsbourg. Puis, tu sais, c'est bien sérieux. Et nous, quand on arrive en France, le lendemain ou 2 jours après, il y a une émeute dans un stade de soccer en Belgique, le stade Ezel, je pense. Ouais. Et moi, je suis le seul qui tripe sur le soccer. Les autres, ça les s'en calissent complètement. Moi, je regarde le soccer. C'est juste un petit hôtel à Paris. Là, je leur dis, ça brasse vraiment. Tu sais, c'est toujours de même au soccer. Parce que moi, je vais dans leur chambre pour leur dire, venez voir la game. Ça, tu sais, ça... Ouais. Puis là, ça intéresse personne. Je pense que ça se tiraille pas mal. Il va peut-être avoir des blessés. Mais non, c'est toujours de même le soccer en France qui me répondent. Ben, en Europe. Ouais. Là, je leur dis, ça se pourrait qu'il y ait peut-être des morts, tu sais. Comment ça, des morts? Là, ils viennent tous devant l'écran, puis il y a eu des gens piétinés, il y a des gens écrasés. Écoute, ce match de soccer-là, il y a eu 39 morts puis 400 blessés. Ça, c'est véridique. Est-ce qu'il vire fou? Oui. Il y a eu les Européens avec le soccer, là. Le foot? Oui, le foot. Le foot? Puis je pense qu'il y avait une équipe d'Angleterre. Faudrait voir, là, mais c'est en Belgique en 85, il me semble. Hey, des fois, il faut qu'ils fassent sûr que les partisans adverses, ils sortent dans deux extrémités. Ils sont séparés. Puis jamais qu'ils se rencontrent parce que sinon... Exactement, c'est la des bataille gros punk. gang fight, là, tu sais. Puis, ça se tue. exactement. Puis dans cette game-là, il y avait des sièges pas réservés. C'est-à-dire que les gens, je sais pas si c'était debout assez, mais il n'y a pas de numéro sur les billets. D'ailleurs, depuis cet événement-là, tous les billets sont numérotés. Tu peux pas avoir de monde debout dans les stades, je pense, en Europe. Tout ça pour dire qu'il y a comme 39 morts, 400 blessés. Nous, on s'en va participer à un concours de radio à La Rochelle où on a un 30 minutes à faire. Et évidemment, comme on est loser, on n'a rien écrit puis on n'a rien préparé. Je sais pas si toi, ça t'arrive d'improviser pendant 30 minutes en show, là, mais quand il y a du monde d'une salle, c'est vraiment pas évident. Puis qu'ils t'aiment déjà pas à bord. Non, puis déjà qu'ils sont prêts à crier remboursement assez vite. C'est ça. Ça fait que on arrive à La Rochelle où il y a le concours de radio, où on doit faire 30 minutes devant un auditorium plein à craquer et on n'a crissement rien écrit. Tu sais, on se dit, on va avoir du fun, on va improviser, on va fumer un joint, puis... Fait que là... La vie de bohème, quoi. Oui. Puis, tu sais, encore là, on est en France. Même si ça marche pas, personne va en entendre parler, tu sais. Ça fait Sauf que... peut-être 40 ans plus tard dans un podcast. Dans un podcast WhatsApp avec Jean Alain. Oui. Et la vérité sort aujourd'hui, 40 ans plus tard. Mais je sais pas pourquoi je suis parti juste à raconter des affaires de loser, mais c'est pas grave. Non, merde, moi, je trouve ça super drôle. C'est toutes des primaires dont on n'a jamais parlé. Ça fait qu'on arrive à La Rochelle. On a 30 minutes à faire, on n'a rien préparé. On vient de voir quelques jours avant un massacre dans un stade de soccer. Toute l'Europe parle des 39 membres, des 400 blessés. Puis là, on improvise, je veux dire, en meeting. Là, on cherche comment faire, qu'est-ce qu'on va faire devant le public. Ouais, ça va être quoi vos sujets? Là? C'est ça. Et là, quelqu'un de la gang, je ne m'en rappelle pas qui, a une idée qui nous a fait rire pendant 20 minutes. On va faire un match de ping-pong Chine-Japon. Et pendant le match de ping-pong, il va y avoir des émeutes dans les estrades, 39 morts, 400 blessés. Pendant un match de ping-pong, tu sais. Ça fait que là, on a un bruiteur avec nous, recherchiste, qui s'appelle Laurent Bossé, qui travaille avec nous depuis longtemps. Lui, il a des effets de balles de ping-pong, là, pop, pop, pop. Puis là, on a des descripteurs. Mais c'est incroyable! L'émeute pendant le match de ping-pong, la bagarre Chine-Japon, des blessés. Tu sais, un match de ping-pong. Ouais. Puis là, on gagne le concours de radio avec notre match de ping-pong sanglant. OK. Il y a quelques milliers de francs en cadeau, mais qu'ils veulent pas nous donner parce qu'ils trouvent que c'est un scandale d'avoir ri des morts, des blessés dans... d'avoir fait la transposition de... Ben oui, tu sais... Puis là, il y a le ministre... Genre le lendemain. Il y a le ministre de la Culture français qui dit « Mais non, on peut pas donner ça à des Québécois. C'est un scandale, des morts, des blessés. » Tu sais. Fait qu'ils nous ont donné une petite médaille de la ville de La Rochelle au lieu de l'argent, puis une statue de la liberté avec un micro en plastique. Puis on n'a jamais eu notre argent. On a gagné le concours de radio en France, à La Rochelle. On n'est pas connu vraiment au Québec, sinon qu'on appelle la radio communautaire des shows privés dans des cégeps.
À cette époque-là. Là. Oui. On en est rendu en 84 peut-être. Qu'est-ce qui vous a fait décider de revenir au Québec? Ben, c'était juste par le fisc franco-québécois pour la jeunesse. On allait peut-être 2 ou 3 semaines faire une tournée de radio puis de spectacle. OK. Fait oui, non, c'était pas pour s'établir là-bas. C'était juste pour avoir du fun pendant une couple de semaines. Puis essayer de prendre le plus d'opportunités possible. Oui, puis tu sais, on plus dit... d'expérience. C'est ça, prendre de l'expérience. C'était amusant d'aller être loser en France puis de faire... Remboursement! Remboursement après 30 secondes de choses. J'y pense puis je suis malheureux. J'ai des frissons juste à y penser puis j'entends encore le cri 40 ans plus tard. Remboursement! Le show, y avait-tu bien été quand même? Ou... Ben, c'était correct, tu sais. T'sais, lui, il est parti, I guess. Je sais pas s'il est parti, ce remboursement-là, le monsieur, oui, c'est un monsieur. C'était correct. T'sais, le monde, je pense qu'il était prêt à avoir quelque chose. C'était présenté par des radios libres françaises. C'était présenté par des radios l'équivalent de CIBL. Ça fait que c'était pas vraiment dramatique, mais tu sais, t'es moins à l'aise. Tu sais, quand tu commences ton show puis ça marche vraiment pas, tu sais, t'es humoriste, t'es sur un stage puis tes premières jokes, ça rit pas, là. Puis là, tu te dis, tabarnouche, mais tu sais... Tu sais, quand t'as 1 heure à faire, sacrament. C'est long. Hey, 5 minutes, là, ça passe vite en sacrament sur scène. Si c'est bon, là, si t'as du fun, tu t'en rendras même pas compte. C'est ça. Mais si c'est à chier, puis tout le monde taillé, ça paraît comme 5 heures. Là. C'est très, très long. C'est interminable. Ça a été interminable. Ça a été long. Ça fait que là, drôle de hasard, on gagne, ils appellent ça marathon radiophonique, on gagne le premier prix. Et il y a une agence de presse qui s'appelle l'agence France Presse qui écrit un petit texte sur nous. Ça sort dans le journal Le Monde, dans Libération, mais un paragraphe. Gagnant du marathon radiophonique, le groupe rock québécois, le groupe d'humoristes québécois Rock et Belles Oreilles. Ça sort dans les journaux. Nous, on est en France. Et là, Louise Cousineau, qui est critique à la presse, écrit un petit texte sur nous que des humoristes ont gagné un concours de radio en France, à La Rochelle, des Québécois, Rock et Belles Oreilles. Puis là, étrangement, il y a quelqu'un de C'est quoi qui lit ça et qui, à notre retour, nous demande si on veut faire de la radio à C'est quoi. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment d'humour à la radio nulle part. Il y a les insolences d'un téléphone assez cassé, puis le festival de l'humour aussi assez cassé la fin de semaine. Est-ce que vous avez fait la première partie de Offenbach à ce moment-là? Ah, bien proche. Non, on avait fait la première partie, avant-première partie d'Offenbach. Veux-tu que je te raconte une autre histoire de loser? C'était mon oui, c'était all the way. Crève pas, là. Excuse-moi. T'as des histoires à me conter. Oui. C'est pas le temps de crever. Parce que c'est une belle me rendre jusqu'à la fin. Moi, je m'en sais. Tu sais, je me dis, c'est cool. Tout le monde parle du podcast. Écoute, tout le monde, c'est en nomination aux Oliviers. Ça va être bon pour RBO. Puis toutes des histoires de gagnants, puis de trophées, puis tout. Je raconte juste des affaires de loser. À peu près à la même époque, en fait, un petit peu avant qu'on arrive à C'est quoi, vraiment juste avant, on est invité au Salon international de la jeunesse au Vélodrome olympique. Histoire de loser. Et les vedettes, c'est Offenbach. Et avant nous, en fait, entre nous et Offenbach, il y a une chanteuse qui s'appelle Luba, qui marche beaucoup dans les années 80, New Wave Pop, une couple de gros hits. Et il y a nous en avant-première partie. On est au Salon international de la jeunesse. Et la veille du show, on est supposé avoir une répétition au Vélodrome. Avec nous, il y a Patrick Bourgeois du groupe Les Bébés. C'est la première fois de sa vie que Patrick monte sur une scène. Je pense qu'il a 16 ou 17 ans parce qu'il connaît quelqu'un de la gang. Ah ouais? Oui, c'est la première fois que Patrick Bourgeois montait sur un stage. Devant un au Vélodrome? Oui. Chris, il y a combien de places là-dedans? Aïe. En fait, c'est devenu la biosphère maintenant. Ah, OK. Puis il y avait des kiosques à un moment donné pour le Salon international de la jeunesse. C'était comment en gros, ça? Facilement, sur le parterre, 5-10 000 personnes faciles. C'est ça, tabarnak. Lui, c'est son premier show. Oui, c'était son premier show. Puis c'était un de nos premiers aussi à nous aussi. Et là, la veille... Y a-t-il quelqu'un qui était comme « Rembourse-moi! » Ben, c'était gratuit. Oui. On est en répétition la veille et... En fait, on est supposé de répéter et on n'a pas répété, puis notre show n'avait jamais été préparé non plus. Ouais. Parce que Jerry d'Offenbach n'avait pas de la batte bleue. Il était sur le stage, puis il dit « Moi, je répète pas. » Puis là, il nous a comme bloqué la répétition. Jerry Boulet, Jerry Boulet, il avait pas de bière. Fait qu'il était pas content. Non, il était vraiment en crise, il était vraiment pas content. Puis là, il disait qu'il n'y avait rien à manger dans sa loge, puis j'ai rien à manger, puis j'ai pas de bière.
Puis là, quelqu'un, oui, mais il y a quelqu'un de l'organisation qui a dit à Jerry, oui, mais Jerry, il y a des fruits et des petits plateaux de légumes dans ta loge, puis il a dit, on mange pas ça des fruits, nous autres. Fait que, il mangeait pas de fruits et de légumes. Là, c'est comme, aïe, aïe, Tu me fais mal! Ça fait qu'on n'a pas répété. Et parce que Jerry, lui, avait pas sa bière, Offenbach a répété. Louba, je sais pas s'ils ont répété. Jerry a pris toute la place avec Offenbach. Fait que nous, on se retrouve au show le lendemain, un show qu'on n'a jamais fait, là, tu sais. C'est pas bon. C'est tellement pas bon, là. Puis on a des affaires. À un moment donné, il y a quelqu'un qui vient changer le micro de place, mais on avait demandé à quelqu'un, un gars, de passer tout nu sur la scène pour changer le micro de place. On avait des affaires. Fait que le gars, il arrive tout nu. Ben flyé. Oui, tu sais, on se pensait flyer. Je sais pas, on avait peut-être des bonnes idées de numéros, mais c'était pas solide. T'sais, on était des petits culs amateurs. Ça faisait combien de temps vous faisiez ça à cette époque-là? 2 ans peut-être, 2 ans et demi. Mais on avait surtout fait de la radio. On commençait à monter on commençait à avoir des idées de show, tu sais. C'était vraiment, on était... C'était en même temps que les cégeps, la tournée. Oui, à peu près dans le temps de la tournée mondiale des cégeps de Montréal. Vous étiez encore en train d'apprendre. Oui, on apprenait encore. Là, ça a pris plusieurs années avant que ça marche vraiment bien. Fait que le show a été catastrophique tellement que il y a quelqu'un je pense, de C'est quoi, le boss de C'est quoi, ben, dit que c'était la plus mauvaise performance de l'histoire de l'humour au Québec. Fait que là, bon, je me dis aujourd'hui, je suis quand même fier d'avoir été les pires. Ben oui. Quand tu sais, avec tout le succès que vous avez eu, tu sais, oui. On s'en calisse, mais c'est même une fierté de faire... Ben oui, on était les pires. On était comme les meilleurs puis les pires en l'espace d'une couple d'années. Ouais. Mais ce show-là, ça avait été catastrophique. Je sais pas pourquoi qu'on continuait tout le temps. Tu sais, en France, c'était que la catastrophe. On monte un show avant première partie d'Offenbach, c'est la catastrophe. Puis même à C'est quoi, ils nous ont dit ça vous a retardé d'1 an d'avoir une carrière professionnelle, ce show-là, parce qu'il y avait beaucoup de monde de la business qui était là. Ah, qui vous ont vu. Oui, qui nous ont vu, puis c'était tellement... Ben voyons donc, non, il y a on pas peut d'avenir. pas prendre... C'est ça. Je comprends que la business, c'est prendre des risques, mais pas eux autres. On prendra pas de risque avec des losers. On prendra pas du monde qui se sont fait crier remboursement en France après 30 secondes. Fait que surtout pas du monde qui ont gâché l'avant-première partie d'Offenbach au Salon de la jeunesse. Puis Offenbach, eux autres, y avait-tu ri? Ouais, Offenbach, Offenbach, c'est des vieux pros. Tu sais, eux autres, ils pouvaient avoir bu 3 caisses à 24 qui donnaient un bon show. Tu sais, non, mais est-ce qu'ils avaient vu votre performance? Bonne question. Ils étaient backstage. Je sais pas. En tout cas, on n'a pas réchauffé bien la foule pour eux autres, ça, c'est sûr. Là. Vous avez fait combien de temps? Ça devait être une demi-heure, 40 minutes peut-être. OK, 40 minutes. C'est long. Mauvais, quand ça marche pas, c'est long. Ah ouais. Puis, tu sais, quand t'es en avant-première partie d'un band de même, ils te mettent pas le son bien fort. Moi, j'ai juste souvenir qu'il y a du monde devant nous, les bras croisés, puis ils attendent Offenbach, tu sais. On a eu dur pendant une couple d'années. Hein, vous faisiez quoi? C'était des sketchs chansons? Sketch et chansons. Sketch et parodies de chansons. On avait des personnages. On aimait bien avoir des personnages de rockers, de bums. On avait une couple de chansons. On avait peut-être Saran Rap à ce moment-là. Peut-être Le Feu sauvage de l'amour, mais sans chorégraphie. Puis ça, c'était toujours Guilla, toi... La même gang. Yves, André. Yves, Bruno. Oui, Chantal me donnait un coup de main. Et Chantal était sur scène pas mal à ce moment-là. C'est qu'on avait des bons flashs, on avait des bonnes idées, mais mal structurées puis mal développées. Tu sais, c'est un peu comme un stand-up qui a comme une bien bonne idée de numéro, mais... Tu sais, qu'il va y avoir 6, 7, 8 gags bien solides, puis une couple de gags qui vont tomber à plat. Mais tu sais, si je vais avec mon expérience de carrière, le premier 2 ans, c'est là que c'est super formateur. Là. Oui. Tu sais, tu fais énormément d'erreurs, puis même encore aujourd'hui, après 8 ans, moi, il y a encore des erreurs que je fais, que je sais qu'il faut que je corrige, mais je me laisse pas le droit à faire cette erreur-là pour en apprendre après. Je vais y aller, moi, miser sur des gars que je connais déjà. Ou improviser sur des affaires que... Tu sais, des fois, il faut que tu te mettes à nu carrément pour rester te planter puis d'apprendre de ça. T'sais. Exact. Tu as tout à fait raison. C'est très, très formateur parce que là, les gens qui nous écoutent nous regardent. Ouais, mais ça marchait pas. Devant 10 000 personnes. Mais c'est très formateur parce que tu sais que si tu refais ça, ton numéro, il va être plus serré. Tu vas l'avoir répété. Tes déplacements sur scène vont être calculés. Puis, tu as des gags que tu vas enlever. Ouais. C'est un petit peu après qu'on a vraiment, vraiment compris. Tu sais, si j'enlève la partie où ça a été bien difficile, là, de 1900
81 à 84. En fait, je dis difficile, c'était sur scène. La radio, ça allait bien. Là. À CIBL, la radio marchait bien. Puis même Vous en aviez France... un public... oui, on avait un bon public à CIBL le vendredi. On avait de la bonne musique qui était plus alternative, de musique qui jouait pas bien dans les autres stations. On se différenciait de Chaume FM. On avait beaucoup de bons francophones, tu sais. La radio, ça allait bien. C'est sur la scène que ça a été le plus difficile. Puis, où ça s'est mis à bien aller, t'es pas mal jeune. Je sais pas, tu connu Ding et Dong, les lundis des Non, heures. c'est ça. Moi, j'ai 30 ans, je suis né en 91. Ah, tabarnak, c'est bien trop jeune. Non. En 81, on commençait en mai 81. Ouais. Autour de 85, on a monté un 15 minutes pour les lundis des AA. C'était animé par Ding et Dong. Puis il y a toute une génération d'humoristes qui ont commencé au lundi. Je parle d'André-Philippe Gagnon, le groupe Sanguin, Pierre Verville. C'est comme la première soirée d'humour, quasiment. C'était pas mal les premières soirées stand-up, vraiment stand-up. C'était au Club Soda? Oui, au Club Soda. Ouais. Soirée de stand-up québécoise. Puis c'est ça, Verville, Daniel Lemire, Michel Barrette, le groupe Sanguin, nous. On a tous commencé à peu près en même temps. Et à un moment donné, là, c'est là que, un peu comme tu le disais, tu le résumais bien tantôt, tu as fait des erreurs, puis tu arrives à une étape où tu te dis, là, notre numéro, il va être tight. Mm-hmm. Les gags qu'on va présenter, on les a rodés. Puis au début, quand tu écris de l'humour, on dirait que dans les premiers temps, tu veux tout garder. Tu es un peu orgueilleux de ce que tu as écrit, tu sais. Ah ouais, tellement. Puis je sais pas si tu as eu un peu le même feeling. Tu écris des gags, puis tu persistes des fois. « Ah non, je l'aime ce gag-là, puis je veux pas... Puis là, on commençait à apprendre là, qu'après une couple d'années, il fallait vraiment... pas être, je veux pas dire égoïste, mais... Ben, c'est un peu ça. Tu veux les garder. C'est comme tes bébés. C'est ça, c'est comme tes bébés. Ben, c'est ça. Il faut que tu apprennes à couper. Exactement. Il faut que tu te détaches des gags d'un fois. Ça veut pas dire des scraper, mettre à la poubelle, mais les de côté au pire. C'est ça. Mais il faut que tu apprennes à garder juste le concentré puis le solide. Là, à resserrer tes numéros. Fait que là, on commençait à avoir pas mal de shows de cégep de fait. Là, on commençait à comprendre qu'un numéro, il faut que ça soit tight. Puis le gag qui marche pas, même si tu as aimé l'écrire ou garde scrap, tu sais. Puis on avait monté un 15 minutes pour les lundis des AA avec Ding et Dong. Puis le numéro, il était très, très solide. Il était tight. Là, tu sais, là on venait d'avoir une couple d'années d'expérience de bar puis de journée de show dans les cégeps. Et ce soir-là, il y avait dans la salle des gens de l'Empire Spectrum, les disques audiogrammes, Michel Bélanger des disques audiogrammes, pour ceux qui connaissent un petit peu, Alain Simard, André Ménard de l'Empire Spectra, le Spectrum. Et il y avait Louis Saya qui, lui, faisait la mise en scène des lundis des AA pour Ding et Dong. Puis Saya a travaillé beaucoup avec Claude Meunier dans des comédies comme Les Voisins, puis Appelez-moi Stéphane, puis beaucoup de shows. C'est une légende. C'est ça, c'est une légende, Louis Saya. Fait que nous, on fait notre 15 minutes. On est comme repéré par Spectra Scène, les disques audiogrammes. On fait ce soir-là Sarah en rap, qui était comme notre premier gros hit. Et là, ça commence à se parler qu'on peut monter un show professionnel qui serait présenté au Club Soda ou au Spectrum, qui appartient à Spectra Scène. Sarah en rap, ben, ça intéresse les disques audiogrammes. Tu sais, là, ça commence à bouger autour de nous. Mm-hmm. Et là, arrive Louis Saya, qui, lui, va faire la mise en scène de notre première tournée. Et lui, c'est un génie de la mise en scène, de l'écriture. Mais c'est un gars qui est bien direct quand quelque chose marche pas. Oh, lui, là, c'est genre... Il perd pas de temps. Non, lui, il peut te déchirer 3 pages de texte, puis c'est pas bon, puis on recommence. Fait que là on commençait à travailler avec un pro, là, des vrais pros, là, tu sais. Puis lui, là, c'est pas... Tu sais, quand tantôt, tu parlais, puis t'avais la bonne expression, c'est comme tes bébés, tes gags. Puis là, je l'aime, ce gag-là, je vais le faire encore. Mais lui, il peut dire, non, regarde, c'est pas bon. C'est de la calice de dompe, mais ça à côté. Oui, je pense même l'avoir déjà entendu dire, c'est de la calice de marde. Fait que avec lui, il n'y a pas de niaisage. Sauf que, il y a l'inverse. Si ta ligne est bonne, puis ton idée est bonne, hey, ça, c'est bon. Il y a un filon à développer. Ouais. Moi, j'avais un personnage de drogué qui n'a jamais eu de nom, d'ailleurs, qui s'appelait 1972. J'ai un personnage de drogué qui parle de ses tripes de drogue. Puis j'ai bien aimé avec Louis parce que Louis, il voyait que le personnage était efficace. Mais il dit, regarde, t'as une bonne entrée en matière, c'est bon, mais il faut retravailler meilleur. Puis là, j'avais des gags, non, encore meilleurs. Puis on avait tous un numéro solo dans le show. Mm-hmm. Louis nous a beaucoup aidé à faire notre premier show solo. Notre premier show de RBO. Puis je pense que la première version durait à peu près 2 heures, 2 heures et demie, au moins. Et lui, il voulait ramener ça à 2 fois 45 minutes. Fait qu'on a fait plusieurs fois au Vieux Clocher à Magog. Puis Louis était vraiment bon, là. Il voyait qu'on avait
une demi-heure, 45 minutes de trop, mais il voulait nous voir il voulait nous voir faire le show. Fait qu'il a été là pendant... Il a beaucoup contribué à RBO. Ben oui. À la naissance de... Écoute, je pense qu'on a fait le show 21 fois à Magog cet été-là, l'été 85. Le samedi, je pense qu'on faisait 2 fois 2 heures, il faisait 32 degrés, là, ça avait même pas de sens. Là. Puis il était un peu un dictateur, tu sais, il était vraiment... Très strict. Oui, lui, il avait pas de niaisage, là, puis il voulait réduire puis garder l'essentiel. Puis il chronométrait nos changements de costumes. Tous nos costumes, on commençait le show avec 3-4 épaisseurs de costumes, et notre costume de haut en bas, c'était du velcro. Fait qu'on allait en coulisses, on commençait le show avec le feu sauvage de l'amour, et à un moment donné, je pense qu'en 8 secondes, on changeait de costume. C'était hallucinant parce que tu vas backstage sur le côté, clac, tu déchires le velcro de haut en bas, puis tu es déjà habillé pour ton prochain numéro. Fait que tu l'avais juste déjà. Puis en plus, il fait 32. Oui, il fait 32. On commençait avec full de costumes, des épaisseurs de costumes, c'était fou. Fait que tu te sens de plus en plus mieux. Oui. Mais il fait quand même de plus en plus chaud. Puis quand on avait répété à l'École nationale de théâtre avant d'aller à Magog, tu sais, à un moment donné, il y avait toujours un chronomètre dans les mains. Puis là, Richard, c'est long ton changement de costume. Je dis, sacrement, Louis, ça m'a pris 12 secondes. C'est quoi ton... Il dit, tu vas le faire en 8 secondes. Mais c'était très impressionnant parce que quand on fait le feu sauvage, qui est le premier numéro, on s'en va en coulisses, les lumières se ferment, ça prend 6, 7, 8 secondes, il y a un black sur scène, puis quand les lumières s'ouvrent, il y a déjà, exemple, 2 personnes au micro qui ont 2 RBO qui sont en, je sais pas, en costume de blues ou de bluesman. Moi, je fais un numéro, je sors de scène, j'arrache mon velcro, j'arrive sur scène après, en 8-10 secondes, la lumière s'allume, puis je suis sur scène dans un autre. C'était vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. T'sais. Lui, il nous a donné un côté vraiment professionnel, et chaque ligne marchait. C'était l'enfer. C'est du début à la fin, le sketch et chansons, c'était vraiment, vraiment en tête. Wow, man. Fait que ça, c'était vraiment impressionnant de travailler avec un vrai pro. C'est ça, un pro. Puis là, ça te forme en crise pour faire comme, hey, si t'es pas prêt à ça, c'est ça. Va-t'en. Il nous a fait travailler là, à l'École nationale de théâtre un été, puis pas question de partir en vacances. C'était tous les jours. Tu veux-tu te ramasser au top? C'est ça. Travail. Suis mes conseils, on va tous travailler ensemble. Exact. Puis on a été à Magog, on a redé ça, après on a fait notre tournée, on a fait 125 shows consécutifs à travers le Québec, à guichet fermé, je pense presque tous. On a dû faire 20-25 fois Club Soda et Spectrum, on s'est promené pas mal partout au Québec. Puis, ça, c'est... Puis là, vous étiez pas connu quand la tournée a commencé. Il y avait juste la radio étudiante que vous aviez. Puis là, on commençait la même... show pourri que le Non, là, ça... Après, en même temps que le show professionnel, on faisait de la radio à C'est quoi. Nous, on commençait tout en même temps, radio et spectacle. Puis on avait une couple de chansons qui montaient beaucoup, qui jouaient partout au Québec dans les radios. Je pense que la première, ça a été Ça rend rap. Puis Le feu sauvage de l'amour. On a eu Arrête de boire. Puis ça nous a fait connaître partout. Fait que là, ça vous commençait à vous donner un petit fanbase. Oui, exact. Plus établi tout partout dans le Québec. Oui. OK. Puis, tu sais, c'est un bon feeling quand tu fais... on avait fait Val-d'Or, Rouen, Amos-la-Sarre, les 4 villes, les 4 shows en 4 soirs. Puis là, tu roules la nuit, puis là, t'allumes la radio, puis là, t'entends ta toune. C'est comme... Tu sais, c'est un méchant bon feeling quand tu commences, t'entends ta chanson en radio, puis là, ça te dit « OK, mes oreilles, ce soir, blablabla. » Puis tu sais, il n'y a pas plein de moyens de se faire connaître. C'est soit la télé, la radio ou la scène, tu sais. Non, puis il n'y avait pas les médias sociaux, là. Tu sais, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de web, il y avait... C'était une époque différente. Ouais, pour amener du monde, il faut que tu ailles à la cafétéria déguisé. Oui, il fallait se déguiser. Hey, venez nous voir, les clowns. Tu peux pas faire une story. Hey, bonjour tout le monde, Non, il n'y avait pas de cellulaire, puis il n'y avait pas de... Mais la radio nous a beaucoup aidés parce que nos chansons jouaient beaucoup. On a eu des gros hits radio, puis qui jouaient beaucoup, tu sais. C'est ça, tu sais, tout à l'heure, t'as parlé, t'as dit que ça vous a freiné, tu sais, d'avoir fait ce show-là, parce qu'il y avait bien du monde de la business. Ouais. Ça veut-tu dire que, parce que vous avez essayé de faire comme une percée en radio, puis ça n'a pas marché la première année, c'est ça que la radio, ça a toujours bien été. C'est que, tu sais, on a fait CIBL, on a fait notre show de cégep, on a fait le show au Vélodrome olympique avec Offenbach. Tout ça, c'était bien, bien difficile. Puis je pense qu'on était encore à la radio communautaire. On n'était pas encore assez quoi. Tu sais, toutes ces histoires-là, c'est autour de 83-84. Toute cette période-là qui allait mal, c'est jusqu'en 84. Okay. À partir de l'automne 85, là, ça a décollé.
parce qu'on avait une émission d'1 heure par semaine à C'est quoi? On avait des chansons qui jouaient à la radio un peu partout au Québec. Okay. On avait rencontré Louis Saya, puis on montait notre premier show professionnel à l'automne 85. Mais comment est arrivé le show de C'est quoi? Comment qu'on vous l'a donné? Ben, quand on a gagné notre prix en France pour le marathon radiophonique, c'est ça, il y a eu une petite nouvelle dans les journaux, la presse, l'agence France Presse, puis la presse, Louise Cousineau, avait parlé de nous. Puis là, C'est quoi s'est intéressé à nous. Puis quand on est revenu de France, on a appelé C'est quoi, puis on leur a dit qu'on voulait faire de la radio professionnelle. On leur a monté un démo d'1 heure. On a présenté ça au patron de C'est quoi, puis ils nous ont dit, un petit peu raide, genre, ouais, mais là, c'est bon, cette heure-là, seriez-vous capable d'en faire d'autres, t'sais? Fait que finalement, on a été 2 ans à C'est quoi. Puis ça a marché en tabarnak. Oui, la radio, C'est quoi, ça marchait très bien. On était, à un moment donné, on était le midi, le dimanche, après l'émission qui était la plus écoutée, qui s'appelait Le Décompte C'est quoi, qui était comme les 20 ou 30 ou 40 chansons les plus écoutées à la radio FM. Puis à midi, il y avait une cote d'écoute de fou dans ce show-là, puis nous, on passait tout de suite après de midi à 1 heure. Chansons et sketch. Fait que là, C'est quoi, c'est très puissant, les ondes, l'antenne. Fait que là, on était à C'est quoi. On montait notre premier show. On avait des chansons qui jouaient à la radio. Là, ça s'est mis à décoller vite à l'automne 85. Puis c'était quoi ce feeling-là d'enfin réussir, tu sais, après de la merde? C'est drôle parce que on était encore assez baveux. Ben, on l'a toujours pas mal été. À l'automne 85, ils nous ont demandé de faire un numéro à la disque, au gala de la disque. Okay. Puis on était des petits culs baveux encore, 85. Ben moi, j'étais le plus vieux, j'avais 29 ans. Les autres avaient à peu près 24, 25. Et puis, on monte un numéro où on se moque de tous les gros noms qui sont dans la salle. On se moque genre de Robert Charlebois, de Claude Dubois, de Diane Dufresne, de René Simard, de Luc Plamondon. Ils sont assis devant nous autres. On se fout de leur gueule, tu sais. Je veux dire, je sais pas pourquoi on a fait les inconscient, des petits culs inconscients, tu sais. On se moque de tous les gros noms parce qu'on n'a rien à perdre. Puis même si notre carrière s'arrête ce soir-là, on s'en fout parce que c'est même pas... C'est peut-être... En tout cas, c'est pas encore ça qu'on veut faire de notre vie, tu sais. Ouais, même rendu ben, rendu là, on commence à y penser, mais... Tabarnak, me semble que vous avez un bon pied dedans. On voulait... Oui, ça allait bien, mais je pense me semble qu'on se disait, bon, si ça arrête, on aura eu du fun jusque-là, tu sais. OK. Enjoy the ride, comme ils disent en anglais, là. Ouais. Fait que nous, on avait eu du fun et on a gagné Révélation de l'année au Gala de la Disque à l'automne 85. Parce que on commençait à la télé, on avait le show radio, on avait des chansons qui jouaient un peu partout. Tu sais, là, ça s'est mis à débouler très, très, très vite. Puis c'est bien surprenant. Moi, j'ai été un peu parano parce que, tu sais, on est des petits culs de l'UQAM, vaguement gauchistes, puis qui voulaient pas vraiment faire ça dans la vie. Puis là, en l'espace de quelques mois, disons en l'espace d'1 an, on se fait reconnaître partout où on va, dans les cinémas, à la ronde. Tu sais, je me faisais suivre en auto par bout. Moi, des fois, le monde voulait savoir où je restais. Des petits culs qui sonnaient à ma porte, puis je viens collecter pour la presse. Je leur disais, je suis pas abonné à la presse, moi, tu sais. Il partait en courant. Savoir si c'était ta maison. À savoir où j'habitais, puis... tu sais, je dis ça sans prétention, là, mais on est passé vite de rien à du monde pas mal connu au Québec en l'espace d'1 an. Puis on avait laissé nos noms dans le bottin téléphonique. Moi, je pensais jamais que... Puis là, j'arrivais chez nous le vendredi soir, mon répondeur était plein de jokes de petits culs qui me niaisaient, tu sais. Fait que... Mais, tu sais, je me plaindrais pas de ça. Je veux pas avoir l'air que le monde qui me dit « Ouais, c'était le fun. » Oui, c'était le fun, mais on était pas nécessairement préparé à ce que ça soit aussi gros. Mais ça donne un choc, tu sais, de passer oui, ben on est des petits culs, puis tu sais, quand on a commencé à Rock et Belles Oreilles, tu sais, je le dis, on voulait pas... On pensait pas faire ça, c'était un défoulement du vendredi soir parce qu'on aimait la musique puis on aimait déconner, tu sais. Mais là, on s'est fait prendre un peu à notre propre jeu parce que ça s'est vraiment mis à très, très bien marcher, tu sais. Fait que là, pendant une couple d'années, de 85 à 87, on a fait à peu près 125 shows... de la tournée à travers le Québec. On s'est promené pas mal partout, la Gaspésie, Côte-Nord. En fait, on s'est promené jusqu'au Festival franco-ontarien à Gatineau. C'était le fun, c'est un bon feeling. C'est un bon feeling de faire des shows, puis le monde sont devant toi, puis ils t'applaudissent. Puis on a fait des gros shows. On a fait... centre sportif de l'Université de Montréal, d'un carnaval étudiant où le monde est complètement sous en état d'ébriété, où la bière coûte 1 pièce. Puis c'est le délire. J'ai l'impression que je suis dans les Rolling Stones tellement que c'est fou. Le monde hurle, puis ça crie. Puis, tu sais, c'est un méchant bon feeling. Quand t'es sur un stage, puis le monde t'applaudit, puis
trouves drôle. Ouais. C'est un très beau feeling. Là. Puis toi, comment se fait que... qu'est-ce qui en a amené à ce que tu veuilles partir ou tu quittes, je pense, en 87? Octobre 87. Notre tournée finissant en octobre 87. On venait de faire 125 shows. Puis moi, écoute, je me confie, je me trouvais pas drôle, je me trouvais pas bon. J'étais comme malheureux, j'étais parano, je sais pas, tu sais. Je voyais Yves. Pas bien. Ben, je voyais Yves faire M. Caron, puis je me dis, il est bon comédien, il est hallucinant, je pourrais jamais. Tu sais, mon personnage, c'était plus un personnage de maître de cérémonie, d'animateur. À la radio, j'avais ma place parce que j'animais, puis je servais un peu de faire valoir aux autres qui faisaient des gags. Dans le premier show, c'était efficace ce que je faisais parce que j'étais un peu aussi le maître de cérémonie qui présentait des numéros, puis les gars se servaient de moi pour présenter leurs numéros. Je faisais un numéro qui s'appelait l'Empire des futurs stars. Je présentais des jeunes qui voulaient réussir dans la vie, mais c'était une parodie de plein de groupes. Mais après, là, je voyais que les gars et Chantal, éventuellement, voulaient aller vers la chanson. J'ai eu ça chanter, puis je chante pas bien. Tu sais, j'ai une phrase célèbre. J'ai chanté une phrase dans ma vie. C'est « Ce que j'ai autour de la bouche, non, c'est pas des bobos. » Dans « Arrête de boire. » Tu sais. Fait que... Puis je trouvais que les gars et Chantal étaient tellement bons, s'en allaient vers la chanson. Puis moi, c'est l'animation que je voulais faire. Fait que tu voulais pas être un boulet pour eux autres. Ouais, puis je voulais pas traîner non plus. Puis tu sais, je voulais rester à la radio. D'ailleurs, je suis resté presque 20 ans, c'est quoi, comme animateur par la suite. J'ai animé sur plein de stations de radio. Ben oui. Le matin, le midi, le soir. J'ai été dans le morning avec Normand Brathwaite. J'ai été dans les midis fois, c'est quoi le midi, pendant 3 ans. Même les mecs comiques. J'étais avec les mecs comiques une année à 98.5, je pense. Avant que ça soit la radio qu'on connaît, me semble. Ouais. Ou 91.9 Cool FM, je me rappelle pas, mais avec les mecs comiques, avec la gang des Midi Fous, les Bleus et Poudres à la radio. C'est ça que j'ai toujours voulu faire de la radio. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait par la suite. J'ai fait une année à Énergie à Québec. Je suis revenu à C'est quoi avec Marc-Antoine Audette puis Sébastien Trudel. Fait que c'est ça, mais tu sais, fait que c'est ça, fait que t'as voulu partir vu que tu sentais que t'avais moins ta place puis tu voulais pas ralentir les gars. Je me trouvais pas efficace comme comédien, comme chanteur. Ouais, puis tu voulais revenir plus à la radio. Ouais, je voulais être en moi-même, caricaturé. Tu vois, après RBO, j'ai fait Sans Limite qui a très bien marché. J'ai fait Sans Limite pendant une couple d'années à 4 saisons parce que j'étais en moi-même caricaturé, tu sais. Caricatural, si tu veux. Mais c'est ça, c'était-tu de la radio ou c'était de la télé? Ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait Sans Limite pendant une couple d'années à la télé, à 4 saisons. Ouais. Et quand 4 saisons ont mis fin à l'émission Sans Limite, parce qu'ils trouvaient que ça coûtait trop cher, on a été à la radio, mais on n'avait pas le droit d'utiliser Sans Limite. Ah, fait que vous avez juste changé. On a appelé ça les Midi Fous. Mais c'était la même gang. Il y avait Jacques Chevalier, il y avait Justin Tachereau. Tous les mercredis, il y avait Pierre Brassard. Y avait-tu Danny Laferrière qui était là? Ça, c'était à 4 saisons, à Sans Limite. Il y avait J.C. Lauzon aussi qui était là. À un moment donné, il y avait Anthony Cavagna, il y avait Martine Franck, André Robitaille. Ça, c'était Sans Limite télé. À la radio, au départ, dans les Midi Fous, il y avait Justin Tachereau, Jacques Chevalier et Pierre Brassard. Et se sont ajoutés aussi d'autres collaborateurs après. Jean-Michel Anctil, François Mascotte, André Robitaille. OK, mais si on en revient maintenant, fait que là, tu quittes RBO. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on t'avait déjà proposé de quoi? Non, pas encore. Ou toi, t'as les mains vides puis t'es comme tabarnak, qu'est-ce que je connais? Ben moi, je sais que je voulais faire la radio, mais ça a été vite que C'est quoi, parce qu'on avait été à C'est quoi avec Rock et Belles Oreilles. Ouais. La gang travaillait sur un nouveau show, les RBO et Chantal. Et moi, j'ai été approché par C'est quoi très rapidement pour faire pour être dans le show du matin avec Brathwaite. Ouais. J'ai fait pendant 1 an. Et puis, on a monté assez rapidement C'est quoi un projet d'émission le midi. Il n'y avait pas d'humour le midi à la radio dans ce temps-là. Et le directeur des programmes de C'est quoi, qui s'appelait André Saint-Amand, a cru à une formule show d'humour avec public en studio le midi. Et là, il m'a un peu chargé de monter une équipe. Puis, c'est ça. Là, j'ai connecté avec la gang la gang qui était à Sans Limite à la télé pour aller faire de la radio avec eux. Puis on a été à un moment donné les Midi Fous, l'émission de radio la plus écoutée au Canada, même plus que n'importe quel show à Toronto, Vancouver. Ouais. On avait des codes d'écoute de fou. Ça fait que, tu sais, partir de RBO qui marchait bien,
Mais moi, je me retrouvais plus à l'aise à animer un show radio que j'ai fait pendant plusieurs années avec la gang des Bleus Poudres ou de Sans Limite. Fait que tu regrettais pas ton choix. Non, parce que je voulais vraiment faire autre chose. Puis avant d'être malheureux puis de pas me sentir bien à faire des sketchs puis des chansons, puis je savais que je voulais juste être en moi-même. Tu sais. D'ailleurs, mon personnage, pour ceux qui ont connu l'émission Sans Limite, c'était moi, mais exagéré. Tu sais. C'était moi avec des airs vaguement Forrest Gump, là, le gars un peu nono qui parle mal anglais. Puis, tu sais. Puis avec j'avais. une moustache. Oui, avec la moustache. La fameuse moustache. Oui, que j'ai eu de 1976 à 1996. Pourquoi tu l'as coupé, ta moustache? Ben, c'est parce que un moment donné, j'avais été invité dans un party de Musique Plus. C'était sur la rue Sainte-Catherine, proche de leur bureau. Ils avaient fermé la rue, puis il y avait, 2-3 000 personnes, puis il y avait beaucoup de groupes de l'époque qui jouaient. Mais il me semble qu'il y avait The Box, puis des groupes qui marchaient à Musique Plus. Puis là, je me retrouve parmi 2-3 000 personnes. Et là, je réalise que je suis le seul avec une moustache, mais le seul. Ah ouais. Tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas personne qui avait porté la barbe. Puis, tu sais, l'époque New Wave des années 80, 90, c'était pas de poils d'en face. Moi, j'avais une moustache d'habitant, de colon. Là, je me dis, il y a un méchant problème. J'ai coupé ma moustache en direct à la télé. Oui, dans un show de Grégory Charles à TVA qui s'appelait Shabada. Okay. Le gag, c'était que je jouais au poker avec Grégory Charles en début d'émission, c'était en direct. Ah, puis si tu perds. Puis je perds, puis là, on me voit dans la salle de maquillage de me faire raser la moustache. C'était un choc quand même, quand ça fait 20 ans que t'as une moustache. Ben ouais. Puis là, mon garçon en 96, il est né en 89, il avait 7 ans. Puis là, évidemment, il se couchait bien avant que Shabada commence. Puis j'avais dit à mon gars, je dis, Patrick, demain, je veux juste t'avertir, j'aurais plus une moustache. Moi, il m'avait connu toute sa vie avec une moustache. Hey, il s'est mis à pleurer. Ah ouais. Mon gars s'est mis à pleurer. J'ai dit, là, qu'est-ce que t'as? Tu seras plus mon papa, tu seras plus mon papa. Il pleurait vraiment. J'étais. Écoute, bon, ben, je l'ai rasé. Finalement, j'étais encore son père. Mais j'avais eu ma moustache écoute, je l'avais commencé à l'avoir autour de 76. J'avais 20 ans, l'année des Jeux olympiques. Puis je l'ai coupé à l'automne 96 dans un show télé. Ah ouais. Ça aurait été drôle, c'est ça, pour... une cause. Oui, ou pour des rasoirs Gillette, qui m'auraient fait... J'aurais eu une grosse commandite pour me raser. Ouais. Fait que j'ai eu ma moustache pendant 20 ans. Fait que t'étais à Sans Limite, c'est ça que tu me disais. Oui. Puis... Je passais de RBO, puis après on a monté le projet Sans Limite. Puis t'as pas regretté d'avoir fait ton choix, justement? Parce que je m'en allais vers quelque chose où j'allais être bien en moi-même. C'était sûr que je voulais pas faire des chansons. D'ailleurs, un des albums suivants de Rock et Belles Oreilles, c'était Pourquoi chanter, où tout le monde chantait. Moi, je chante pas, j'haïs ça chanter, j'aime pas ça. T'sais. Puis comment que les gars l'ont pris de RBO? Ça a été bien correct parce que je leur ai dit, écoutez, vous allez vers un album de chansons, puis je vous regarde jouer des personnages, puis moi, je suis bien en moi-même. Tu sais, je suis bien quand je suis Richard Z. Sirois exagéré, puis ça s'est bien fait. De toute façon, il y avait un arrêt des activités d'RBO à partir d'octobre 87 après la première tournée. Puis il était pour mon... genre? Oui, une bonne pause parce que le show suivant, tu vois, la première tournée s'est arrêtée en 87, puis le show suivant, je pense que c'était au début 90, au printemps 90. Il y a eu presque 2 ans et demi, 3 ans, où le groupe était comme à peu près inactif, t'sais. Ça fait que c'était comme une pause pour tout le monde, dans le fond. OK. Puis après, c'est ça. Là, j'ai fait Sans Limite, puis j'ai fait de la radio, c'est quoi? Ouais. Comment que s'est passée la dernière émission de Sans Limite? Parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires, c'est ça qui est écrit, qui a marqué. Comment que ça s'est passé? Y a-t-il arrivé quelque chose? Oui, en fait, j'ai souvenir que... Il me semble je pense, je sais même pas s'ils l'ont diffusé, la dernière émission. Parce qu'on savait qu'on allait perdre notre job... Parce qu'il trouvait que ça coûtait trop cher dans ce temps-là, alors qu'on était une émission vraiment écoutée. J'ai souvenir qu'ils l'ont même pas passé en ondes, puis on avait fait des sketchs. On s'était moqué de 4 saisons, puis on tournait dehors en voulant dire qu'on n'avait plus de studio. On avait sorti des bureaux et des chaises dehors. Écoute, je sais même pas... Mais on était vraiment... S'ils l'ont passé, on était vraiment dur envers 4 saisons qui nous faisaient perdre nos jobs. C'est une bonne question, mais c'est vague dans mes souvenirs... la dernière émission. Fait que ou bien on l'a passé puis on était bien pas fin avec 4 saisons puis on s'était vraiment moqué d'eux. Ou bien ils l'ont pas passé puis on est à quelque part dans une voûte. Ouais. Puis avec les Bleus Poudres, ça je sais pas si c'est un montage ou comment, mais t'as-tu fait une joke aux Oscars? Non, mais ça c'était très drôle parce que à l'époque, aujourd'hui c'est très difficile de faire ça. À l'époque, on pouvait prendre... des images des archives.
Et c'est ça. on avait des bons trucs. Et à un moment donné, je fais un personnage qui est aux Oscars en montage. On recrée un genre de décor de scène. Puis moi, je suis au micro, puis je fais des jokes genre à Jack Nicholson. Ouais, Hey, c'est Jack! ça. Puis, Hey, Jack! Yeah! Hey, Jack! Puis là, on coupe à Jack Nicholson qui me fait des signes, puis moi, j'y réponds. C'était tellement le fun à faire, là. Puis, tu sais, je pense que je racontais la joke de boulette de steak haché ou steak haché, là. Puis là, Hey, Jack! Puis là, Jack, il me regarde, il est tout crampé. Lui, il était toujours dans la première rangée, Jack Nicholson. Fait qu'on a fait beaucoup de sketchs de même qui étaient vraiment le fun. À un moment donné, c'est Ghislain Tachereau qui avait monté une entrevue que je faisais avec Mick Jagger et Keith Richards. C'était tellement bien fait. C'était des entrevues à l'époque qui se faisaient, je sais pas, moi, t'avais un journaliste qui allait rencontrer Jagger, Richards d'une chambre d'hôtel, puis il parlait avec eux autres. Ouais. Puis on a recréé le décor de la chambre d'hôtel pour le journaliste qui posait question. Fait que je m'assois dans une chaise très semblable, avec un décor très semblable. Ouais. Puis là, on tu est... mets un rideau vert, genre, pour Oui. comme, mettre l'image. C'est ça, un green screen. Toi, on voit, toi, t'es comme... en Moi, train je d'être- suis incrusté là-dedans. Puis là, je fais, tu sais, puis on me filme comme là, en gros plan sur moi. Ouais. Hey, Mick, what about, je sais pas, la drogue and Keith? Je parle mal anglais, tu sais. Puis là, ça coupe à eux qui sont aucune expression, qui sont super sérieux, puis j'essaie de les faire rire, tu sais. Puis, oui, c'est ça. Puis Ghislain Tachereau doublait la voix de Keith Richards, mais en québécois, genre qui me répond. Ouais. C'était vraiment très le fun à faire, ce genre d'affaires-là. Comme le gag des Oscars là, avec Nicholson, c'était vraiment très drôle à faire. Puis c'est assez simple à faire. C'est juste que maintenant, c'est bien difficile avec, je sais pas si c'est les droits d'auteur, d'avoir la permission. Ouais, pour eux. c'est ça, Mais tu sais, c'est- si on remonte aux années 90, là, on allait dans Banque d'images de 4 saisons, dans la salle des nouvelles, on prenait ce qu'on voulait. Tu sais. Non, c'est ça. On a fait des montages avec Pat Burns, le coach canadien, avec des joueurs de hockey. Puis on s'était fait faire un micro qu'on incrustait dans l'image. Puis là, ça coupait à nous qui posaient des questions ridicules à Pat Burns, le coach. Là, on coupait à Pat Burns qui répondait des vraies réponses, mais qui avait donné à d'autres journalistes. Oui, c'est ça. Dans là- une vraie entrevue. Oui, dans une vraie entrevue où, tu sais, des fois, dans l'entrevue, la personne va être bien sérieuse. Fait que moi, je niaisais, je posais une question ridicule à Pat Burns, puis on coupait à Pat Burns super sérieux. Il me regarde, genre, voulant dire, il y en a minable, tu sais. Une esti de questions niaiseuses. là. C'est ça. Fait que c'était très le fun à faire, puis c'est pas si difficile. C'est juste Non. d'avoir la permission maintenant pour t'incruster d'une image. Puis C'est d'être pas- créatif. tu C'est sais. ça, d'avoir des bons flashs, puis d'être Ouais. juste assez imbécile. Fait que c'était une belle époque, c'était le fun à faire. OK. Très le fun à faire. Puis ça, les bleus poudres, est-ce que ça s'est fait par soi-même, ça s'est dissous ou... Ben, ça, comment dire, ça s'est monté. Au départ, il y avait. Ça tournait autour de Pierre Brassard. Pierre Brassard avait été engagé. Puis Ghislain Tachereau ou... Non, après. OK. Pierre Brassard avait été engagé par le directeur des programmes pour faire une parodie de bulletin nouvelles. Moi, j'avais quitté RBO, donc j'étais disponible. Ils m'ont approché. Dany Laferrière faisait, je pense, la météo à 4 saisons. Une météo un peu Ouais. sarcastique. J'ai tout le temps pensé que c'était un poète, ce gars. Ben, c'est un écrivain, c'est un Oh. poète, mais qui, au début de 4 saisons, voulait, je sais pas, il y avait Ouais, laisse lancer. un contre-emploi, puis il faisait la météo parce que 4 saisons essayait de renouveler un petit peu la télévision. OK. Puis il y avait JC Lauzon qui était dans le décor un bon bout. Ouais. Là, Dany est parti assez rapidement. Puis là, on avait un concours de textes à l'émission, puis Ghislain Tachereau nous envoyait des textes une fois par semaine, puis c'était toujours bon, ces textes. Là, on l'a approché pour se joindre à l'émission. J'avais vu André Robitaille dans une pièce de théâtre en Gaspésie, je pense à Saint-Jean-Port-Joli, puis j'avais demandé à André s'il voulait se joindre à nous. On avait déjà collaboré avec Jacques Chevalier dans le temps de Rock et Belles Oreilles, fait que j'ai demandé à Jacques s'il voulait... Tu sais, on s'est vraiment monté une bonne équipe... Ouais. à Sans Limites. À un moment donné, c'était vraiment solide notre affaire. Puis on travaillait vraiment très fort parce qu'on n'avait pas beaucoup de budget. Tu sais, on allait tourner avec un réalisateur, un caméraman, un peu comme toi, tu fais tout dans ton studio. Ben, Ouais. la personne qui venait tourner avec moi, disons, on allait déconner au Forum de Montréal, ben, il y avait juste une personne qui venait avec C'est moi. ça. Puis cette tu te personne-là, débrouilles, là. ben, elle faisait la caméra, faisait le son, Ouais. faisait tout. Là, tu sais, on n'avait C'est pas ça. des gros staffs. Ouais, là. hey, Jeff, on est ça comme Flash. Comment qu'on peut réaliser ça? Ah, ben, C'est ça. On va essayer. Tu essaies de te trouver vite Ouais, des ouais, idées, ouais. puis une coupe d'accessoires en chemin, puis une coupe de costumes. Puis, Ouais. mais c'était une belle époque. C'était très créatif. C'était très le fun à faire. Puis avec Sans Limite,
il y a un moment donné, vous avez comme restructuré, puis vous avez changé la plage horaire, puis vous êtes tombé le vendredi, puis là, vous étiez en compétition un peu avec Rock et Belles Oreilles. On a été en compétition avec Rock et Belles Oreilles, entre autres à la radio. La deuxième année de radio, là, il y avait les midi fois, c'est quoi, de 11h30 à 1h. Puis pendant une année, RBO a été à Énergie aux mêmes heures que nous. Ouais. Puis on a fait un spécial de Noël en compétition avec le vrai bye-bye et avec... nous, ça s'appelait Noël après tout le monde. Il y avait le bye-bye officiel, puis il y avait la grande liquidation des fêtes de RBO, tout en même temps. Fait que c'était comment ça d'être en compétition avec ton ancien groupe? Ben moi, ça me dérangeait pas. Ça dérangeait les boss des stations. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça l'affaire. Tu sais, je vais te donner un exemple. Après notre première saison à C'est quoi, un peu avant Noël, puis de toute façon, regarde, je sortais avec Chantal qui était dans RBO. Il fallait quand même qu'on s'entende. Je ne pouvais pas faire la chicane. C'était ma gang de chums. C'est encore ma gang de chums, le monde de RBO. T'sais. Fait que là, j'avais eu l'idée. Je disais à Guy, hey, on devrait s'appeler... les deux stations ensemble, la dernière émission avant Noël. Puis tu fais jamais ça en radio, tu fais jamais ça. Puis on s'était appelé en ondes des deux stations. Oh, écoute, en ondes? Oui, en ondes. C'est quoi parlait à Énergie? Dans le temps, c'était CKMF. Ah, ouais. Écoute, je me suis fait engueuler par mes boss, mais engueuler, là. Jamais même mon père me parlait de même. Là. Ah, ça ouais. se fait pas, puis c'est d'une station compétitrice, puis on parle pas à l'ennemi, puis etc. Ah. Mais nous, entre nous... Hey, moi, quelqu'un qui me crie après, je collerais mon poing dans la face. M'en calisse tes cris. Il aurait fallu que tu sois avec nous autres. Tu me crieras pas après. Oh non. Avec je l'imagine genre un gros tas avec ses bretelles. Non, on s'était fait engueuler assez solide. Parce que tu sais, dans le milieu de la télé puis de la radio, ça joue vraiment dur. Puis les stations autres... C'était pire dans le temps? Dans le temps, ça jouait vraiment dur. Je sais pas maintenant, mais... Même si c'est encore de même. Non, je pense que ça jouait peut-être plus dur dans le temps. Écoute, il y avait presque, je dis pas qu'il y a eu, mais presque des bagarres devant les endroits où il y avait des spectacles de qui allait stationner en premier dans les trucks de Énergie, puis c'est quoi. Ah ouais! Quand un show était... Genre pour aller voir, je sais pas, on va dire Lady Gaga, tu sais, puis là, ils vont chicaner pour les places de stationnement, parce que là, c'était la... big. C'est ça. Les plus proches de la porte avec leurs gros véhicules, puis les véhicules de... J'avais été voir un show au Forum, je me rappelle pas c'était de qui, dans l'époque No Doubt, je pense. J'avais été voir un show, puis il y avait les trucks d'énergie, c'est quoi? Moi, j'étais à C'est quoi? Puis ma copine... En niaisant, tu sais, il était un peu au courant de la guerre des radios. Ouais. En niaisant, elle avait donné un coup de pied sur un truck d'énergie, puis l'alarme avait parti. On était parti à courir. Faut pas qu'il sache que... Faut pas qu'il sache que c'est moi, tu sais. Fait que... Non, ça jouait dur. Ça jouait dur. Par contre, pas le contraire de ça, les contrats ont toujours été respectés à la radio. Moi, j'ai perdu ma job souvent, puis j'ai été remercié de C'est quoi, mais ils m'ont réengagé, mais ça a toujours été bien clean, les contrats sont respectés à la lettre, tu sais, il y a pas... Moi, mais ça... En tout cas, moi, j'en ai jamais fait, là, mais ça a l'air que c'est très cruel, la radio. Ben, c'est cruel parce que les codes d'écoute sont calculés à la minute. C'est-à-dire, il y a quelques centaines ou milliers de personnes au Québec qui ont un petit appareil qui est comme un... minuscule boîte qui traînent avec eux, qui mettent à côté de leur télé ou à côté de leur lit ou dans l'auto. Puis cette petite boîte-là, je sais pas si ça marche encore comme ça, capte la station que tu écoutes, même dans une boutique de linge. Mm-hmm. Fait que... Puis là, c'est calculé à la minute, ceux qui écoutent pas. Exemple, si tu as dans ton show à 3h20, tu as une personne, gars ou fille, peu importe, qui fait une chronique à 3h20 tous les jours, ben les boss de station peuvent savoir si à 3h20 ça marche ou pas. Puis si les codes d'écoute baissent beaucoup, cette personne-là perd sa job vite. Là, mm-hmm. Ils la gardent pas parce qu'ils savent qu'à 3h20, le monde décroche puis ils reviennent plus tard. Puis à l'inverse, si à 3h10, toi, tu fais une chronique puis tu es là tous les jours à 3h10 puis tu as des bons scores, OK, ben ça marche ton affaire. T'sais. C'est cruel parce que les codes d'écoute sont maintenant... avant, c'était au quart d'heure, là, c'est à la minute. Ils peuvent découper un show, ils peuvent même dire... je sais pas, moi, telle capsule, ou quand on fait le trafic, la météo, la circulation, ou on passe à l'annonce, on perd du monde. Ouais. Fait que c'est très, très cruel. Il y a beaucoup de monde qui font un an, puis, tu sais, moi, j'étais à C'est quoi longtemps, puis à un moment donné, il me disait, on t'a trop entendu, il renouvelle pas mon contrat, puis un an après, il m'appelle, ça fait longtemps qu'on t'a entendu. C'est arrivé 3 fois comme ça, tu sais. Ah ouais. Puis là, ça fait une couple d'années que tu fais les midi fois, on t'a trop entendu. Puis toi, comment tu prends ça? Ben, c'est dur, c'est toujours dur pour l'ego, c'est dur pour la morale, parce que dans cette business-là, ça n'existe pas bien même les longs contrats. Tu sais, t'es renouvelé ou... tu
sais, les plus longs contrats, je pense À que... moins que t'es un hostie de grosse vedette. Hey, si en radio ou en télé, là, tu pourrais avoir un contrat de 3 ans, là, c'est... En tout cas, moi, au moment où j'étais à C'est quoi, c'était rare. Tu sais, les grandes gueules, genre, exemple. là. Peut-être les grandes gueules, peut-être Pérus, sûrement Brathwaite pendant un bout de temps. Ouais. Moi, j'ai souvent eu des contrats de 2 ans à la radio. Mais plus que ça, là, ça arrive. Ah ouais. Non, c'est un milieu assez cruel. Quand ça va bien, c'est le fun, mais quand ça va mal, tu le sais rapidement. Ça a l'air, il y avait comme, genre, Dominique et Martin, il avait comme appris... Oui, ben t'apprends ça. Écoute, moi, j'ai appris à un moment donné que je n'étais pas renouvelé par une maquilleuse, ça. Oh non! ça, c'est cruel. Hey! T'es en train de te maquiller, puis c'est plate, hein, ton show. Non, c'est pas ça, c'est que... Ouais, mon je pensais que je retournais à C'est quoi, puis il y a une ta maquilleuse... passe marchait plus, genre. Non, mais ça, écoute, quand tu perds ta job, il t'accompagne jusqu'à la porte puis il t'enlève ta passe. Là. Ouais. C'est tout des passes électroniques. Ouais. Mais il y a une maquilleuse que je connaissais qui m'avait appelé. Elle dit Hey, t'es pas à C'est quoi cet automne? Ben, il me semble que je retourne à C'est quoi? Ben, elle dit Non, je viens de maquiller la personne qui va te remplacer. Pour faire des photos. Ben, regarde, c'est ça, c'est la business, c'est de même. Là, il rit, mais bientôt, il va pleurer. Il a des larmes aux yeux. Je trouve ça... Non, c'est un milieu cruel, mais en même temps, quand ça marche, c'est très le fun. Ah ouais. C'est très, très le fun. Quand tu as quelques dizaines de milliers d'auditeurs qui t'écoutent puis qui t'ont trouvé bon ou t'ont trouvé drôle, c'est plein c'est de valorisant. qualités, mais Hey, t'es bon, t'as pas regardé tes notes une seule fois, t'es donc bien bon. Ben, j'ai... Tabarnak, ça fait un bout de temps qu'on se parle. Ouais, 1 heure environ. 1 heure, puis t'as pas regardé tes notes une seule fois. Colin. Non. Un vrai pro. Ouais, ben, j'essaye. Non, t'es bon, c'est bon. Je te dis ça de même, bravo. Ben, Chris, surtout venant de toi, tabarnak. D'habitude, la personne qui... Tu sais, là, je sais plus quand est-ce qu'il faut que je prenne une gorgée d'eau, parce que d'habitude, la personne qui pose des questions, elle regarde ses notes. Là, je me dépêche, j'ouvre ma bouteille. Ben, je me souviens de qu'est-ce que je trouve important. Ouais, fait que... OK. Là, ben, c'est ça. je t'ai désarçonné. Un petit peu, ouais. Mais... fait que... Ouais, c'est ça. Fait que là, t'es en allé plus vers les midi-fous. Oui. C'est ça. Fait que là, le bleu poudre sans limite, ça se dissout, mais dans le fond, c'est les midi-fous. C'est toujours la même gang, c'est qu'on peut pas utiliser le nom des fois. Comme on est au départ, c'est la gang, on est à 100 limites. Puis dans la gang, il y a beaucoup de monde quand même. Il y a Justin Tachereau, Jacques Chevalier, Pierre Brassard, André Robitaille, Anthony Cavana, J.C. Lauzon. Il y a beaucoup de monde dans 100 limites. Et là, 100 limites n'est pas renouvelé. Ils trouvent que ça coûte trop cher. La gang de 100 limites, on s'en va à la radio pour la première année. Comme je te disais tantôt, la première année des midi-fous, c'est quoi? Parce qu'on ne peut pas utiliser Sans Limite. Il y a des noms qu'on ne peut pas utiliser qui ne nous appartiennent pas. Fait qu'on appelle ça les midi-fous. Et c'est la gang de Sans Limite. C'est pas compliqué. Mais après une année, Jacques Chevalier, Justin Tachereau, Pierre Brassard décident d'aller à Radio-Canada faire Taquinons la planète avec les Bleus Poudres. Ouais. Les Bleus Poudres, c'est les vestons bleus de Sans Limite, mais comme on peut pas ça. Mais moi, je veux pas aller à la télé. Tu sais, je suis un peu comme dans le trip RBO, je veux faire de la radio. C'est ça que j'aime faire. Fait que la première année, disons, de Sans Limite, sauf moi, s'en vont à la télé. Ils font Taquinons la planète avec les Bleus Poudres. Et moi, je reste à C'est quoi, puis je monte une nouvelle équipe équipe où il va y avoir Jean-Michel Anctil, André Robitaille, François Massicotte, Pierre Verville. Les Z et les... Ça, c'est après. Z et les Envahisseurs, c'est après. Ah, okay, oui, avec les frères Gélina, c'est après. Okay. Puis il va avoir Z et les mecs comiques, puis il va avoir... Fait que t'avais gardé les Midi-Fous, t'avais gardé le nom Midi-Fous pareil? Oui, j'ai fait les Midi-Fous pendant 3 ou 4 ans, je pense. OK. Puis, tu sais, ça arrive toujours à un... Tu sais, la radio, quand ça marche bien... Bon, disons, au début des Midi-Fous, ça marche vraiment très bien. On a des grosses cotes d'écoute. Ça rapporte beaucoup d'argent à la station. Fait que là, la station engage des réalisateurs, des recherchistes. Écoute, on avait 3 auteurs qui venaient de l'École nationale de l'humour. On avait vraiment des kings. Là. On avait Marc Brunet qui écrivait pour nous. Jean-François Penneau a écrit pour nous. Marc Brunet qui a une carrière extraordinaire maintenant. Là. Le cœur a ses raisons. Ben oui, qui est un des top auteurs au Québec. Bon, ben Marc sortait de l'École nationale de l'humour et c'était un de nos scripteurs au Midi-Fou. On avait des kings, là, des kingpins. Là. On avait Jean-François Penneau qui a écrit beaucoup à la télé. On a vraiment des auteurs incroyables. Mais là, le problème avec ça, c'est que quand une émission va bien, ça rapporte de l'argent à la station, beaucoup d'auteurs, 3 scripteurs, 4 personnes au micro, recherchistes. Puis là, au bout de 3-4 ans, ils disent ça coûte bien trop cher. Là, ils remplacent tout ce monde-là par une personne en ondes. Exemple, Michel Barrette qui faisait Montréal-Barrette le midi. Puis c'était bien correct. C'est juste que, tu sais,
ça marchait bien notre affaire, hein, mais il était peut-être prêt à perdre des auditeurs pour que ça coûte beaucoup moins cher en dépenses. Ah ouais. Ça fait que, ben c'est ça. Mais après, il y a eu d'autres affaires. Il y a eu avec les frères Gélinas, c'était le fun, avec Marc-Antoine Audette, avec Sébastien Trudel. Mais toi, ça veut dire que t'en as vu en tabarnak, là, des humoristes. J'ajouterais même que j'en ai vu en esti de calice. Écoute... T'es sûrement toutes vues. J'ai travaillé avec tellement de monde. J'ai fait de la radio pendant tout ça. J'ai une petite plaque chez nous, c'est écrit 25 ans de radio à c'est quoi, tu sais. Ouais. Fait que j'ai vu tellement de monde commencer. Tu sais, les débuts, je sais pas, moi, de Maxime Martin, de Martin Matt, Jean-Michel Anctil, François Massicotte. Il y a beaucoup de monde qui sont passés par la radio. Oui, parce qu'il faut qu'ils fassent leurs preuves. Ben oui, parce qu'ils sont à l'École nationale de l'humour. Ils peuvent avoir un cachet, un chèque. Ils sont payés pour faire des 10-15 minutes, des fois par jour, des fois par semaine. C'est une belle école aussi, la radio. Il faut que tu sois assez tête. Il faut pas que ça dure trop longtemps. Tu as un 4, 5, 6 minutes pour te faire valoir. Si c'est trop long, ben le monde décroche. Fait que, tu sais, à peu près, les sketchs durent à peu près la durée d'une chanson à la radio. Là, t'essaies d'être concis, drôle, efficace en 4, 5, 6 minutes. Fait que là, il est arrivé l'époque aussi avec les justiciers masqués. Oui. On a fait ça a été comment, ça? Ça a été une couple d'années aussi. C'est sûr que c'est toujours plate quand ça se termine, quand tu as l'impression d'être dans une belle gang. Moi, j'ai bien aimé travailler avec Sébastien Trudel, Marc-Antoine Audette. Mais les cycles de radio, en général, à part quelques exceptions, je dirais l'exception étant peut-être François Pérusse, qui lui est un génie. Parce que lui, il fait tout, François. Il fait la musique, il fait les voix, il fait le montage. C'est comme toi, tu fais tout. Ben, François, il fait tout dans son studio. Fait que ça coûte pas. Il coûte pas cher. Ben, il faut payer. Il est bien traité, mais il fait tout. Ouais. Mais en général, quand tu as fait 3 ans d'un show, les grandes gueules ont duré longtemps. Il faut dire, Brathwaite aussi, hein, des bons shows. Mm-hmm. Mais si ça coûte 3 ans, puis là, tu te fais oublier une année, puis tu reviens, puis tu te fais oublier. Fait que moi, j'ai pas à me plaindre. Je veux dire, j'ai eu plus d'affaires dans ma vie que je pensais en faire. Sans prétention, à RBO, on a des Olivier, on a des Gémeaux, on a des Félix, on a fait de la radio, de la télé, des clips. On a fait plein d'affaires. Mm-hmm. On a fait des vinyles, puis même à 40 ans plus tard, je me fais encore parler de RBO, puis on m'invite à des podcasts. Racontez vos échecs. Début de vos échecs. Mon gars a 21 ans, il écoute tous les podcasts sur la planète. Ah, tu vas à ce podcast-là, papa, faut que tu y ailles. J'ai dit, oui, mais tu sais, moi, le podcast, je le connais pas beaucoup. Oui, mais faut que tu y ailles. Quand est-ce que ça passe? Es-tu fait? Non, je l'enregistre aujourd'hui. Ah, tu me diras. Ça fait comment, ton gars? Émile. J'ai un garçon qui s'appelle Patrick. Yes, oui, Émile, c'est tabarnak. Émile, c'est sûr. C'est ça qu'Émile, il va t'écouter. C'est ça, il écoute tous les podcasts. Lui, c'est un fidèle du podcast de Mike Ward. Là. Il les a tous écoutés. Les sous-écoutes. Il les a tous écoutés en double. Non, c'est sûr sur ça. Là. Il était tout énervé. Là, Émile, là, faut que je m'organise. Je pars de matin, je m'en vais à Montréal. Ouais, mais là, faut que tu y ailles. Là. C'est quand que tu y vas, là? Non, j'y vais. J'enregistre bientôt. J'y vais jeudi, à 2h. Ouais, mais là, c'est-tu fait? Non, fait que salut Émile. Ouais. Je voulais te parler aussi, t'as été à Piment Fort. Piment Fort, oui. Ouais. Fait que ça, c'était... Ouais, Piment Fort, esti, à cette époque-là. Moi, je l'ai connu, mais c'est tellement loin dans mes souvenirs parce que j'étais jeune. Là, moi, j'aimais vraiment ça, faire ça. Ah ouais? Ça a l'air que c'était très hard. Oui, c'était très hard pour la télé à l'époque. D'ailleurs, je pense que ça a été la dernière émission hard à la télé. Ouais. Puis c'était un méchant thrill de faire ça parce que tu es devant du public. Tu as des idées de ce que tu vas faire. Tu sais pas du tout ce que les autres vont dire. Tu n'as aucune idée de ce que les autres vont dire. Puis c'est pas arrangé, mais il y a une certaine préparation. Il n'y avait pas des cartes? Oui, mais je vais te donner un exemple. Tu as un mot croisé sur le mur. OK? Puis là, il faut que tous tes mots, ce jour-là, se terminent en I. Exemple. Fait que tu te fais une banque de mots en I. Macaroni, zizi, blablabla. Puis là, tu vas les placer à quelque part. Tu sais pas ce que les 2 autres concurrents vont faire. Mais toi, tu as une banque de mots de prêt. Alors, quand le mot croisé arrive, 4 lettres, là, tu dis zizi, tout le monde part à rire. Tu sais, toi, tu sais que tu peux dire ce mot-là. Admettons que tu as un objet étrange, il te montrait une fois par semaine un objet bizarre que personne ne savait. Il te montrait l'objet avant, mais
le temps que tu penses à ton affaire. Ouais, il te laisse un peu de préparer. Oui, mais juste que tu l'aies en tête. Parce qu'en même temps, c'est un show télé, il faut que ça soit efficace, il faut que ça roule. C'est sûr que si tu sais que tu as une joke à compter et tu as 30 secondes, tu la prépares avant ta joke. Ah ouais. Mais des fois, Normand, il est un peu chien. Drôle, mais chien. À un moment donné, il y avait une petite cloche devant lui, puis il y a une impro. Il part un sujet, puis Richard improvise sur tel sujet. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Ah ouais. Puis quand... Il popait ça de même, genre? Hein? Oui, il popait un sujet, puis là, impro sur ça, puis là, il y a une petite cloche devant lui. Puis quand il sonne la cloche, c'est la personne à côté de toi qui continue ton impro. Fait qu'à un moment donné, je commence un impro, puis là, il est de même... Asti, il va pas peser sur la crise de cloche. Il me laisse pédaler tout seul, pis c'est pas bon. Je suis perdu dans mon improvisation. Mais c'est drôle d'être pas bon, tu sais. Ah ouais, c'est ça. C'était vraiment... Puis là, il me regardait, puis tout le monde riait parce que... Ben, t'es humilié. il m'avait oublié, tu sais. Ah ouais. Fait que c'était le fun à faire, puis Manfort. Il y avait des fausses pubs. On avait une idée de ce... sur quoi on allait parler. Puis comment excuse de te couper, mais comment c'était reçu des yeux du public? Est-ce que le monde aimait ça ou il y avait beaucoup de controverses? Non, le monde a aimé ça longtemps. Puis Manfort, il y avait des codes. Je pense que les codes d'écoute, il me semble que c'était en haut d'1 million de personnes. Puis quand tu faisais la semaine à Pimentfort, c'est-à-dire que tu faisais du lundi au vendredi pendant une demi-heure chaque jour. Mm-hmm. Fait que moi, l'exemple, j'ai dû faire peut-être 30 émissions de Pimentfort en tout. Donc, au moins 6 fois 5 émissions. Donc, 30 émissions. Tu rentres chez les gens pendant une demi-heure à l'heure du souper. Grande écoute. Ouais, pendant la semaine. Pendant la semaine. Puis, à chaque fois que je faisais Pimentfort, dans la semaine ou les semaines suivantes, le monde me regardait, me parlait. Puis, tu rentres dans leur cuisine ou leur salon à l'heure du souper. Puis, les gens te voient plus souvent sur quelques années à Pimentfort qu'ils voient leur propre famille souvent, tu sais. Mm-hmm. Parce que moi, les gens, par exemple, sur une période de 3 ans, ils m'ont vu 30 fois dans leur... à la télé à 1 million de codes d'écoute par jour. Comparativement aux cousins. C'est ça qu'ils voient une fois par année, peut-être. Qui habitent à Rimouski. C'est ça. Puis à un moment donné, le monde a commencé à se plaindre que c'était un peu hard. Puis là, les artistes... Tu sais, une fois qu'il y en a un ou une commence à dire « Hey, c'était pas drôle, puis je suis tanné qu'ils fassent des gags de... Mm-hmm. Puis peut-être que l'élastique avait été tiré pas mal au maximum aussi. Puis là, il a commencé à avoir des plaintes. Puis ça commençait un peu l'époque politiquement correcte, où il fallait pas que tu parles trop de sujets délicats, tu sais. Toi, comment tu vois ça pour un gars qui a fait RBO, les Bleus Poudres, il a fait Sans limite, les Midi Fous, Pimentfort. C'est ça. Ben, c'était l'époque qu'on vit qui est... Moi, je trouve que c'est une rectitude du politiquement correct. Moi, c'est la dérive du politiquement correct. Je trouve que c'est les abus du politiquement correct qui font que tu peux plus rire de personne, sauf d'un homme blanc qui a entre 20 et 54 ans à peu près, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est un peu dommage parce que je trouve que ça va trop loin. Nous, on est chanceux parce qu'on a vécu l'époque où, quand les gens t'aimaient pas, ils t'écoutaient pas. C'est aussi simple que ça, tu sais. Ouais. Je veux dire, les gens qui nous aimaient, Rock et Belles Oreilles, ils nous écoutaient. Ceux qui nous aimaient pas, ils nous écoutaient pas. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui en 2021 ou dans l'époque dans laquelle on vit présentement, les gens vont écouter des shows ou de la télé pour haïr. C'est hallucinant, tu sais. Moi, je vais passer les commentaires sur Tout le monde en parle que j'écoute le dimanche, puis il y a du monde, ça n'a pas d'allure, j'aime pas ça, puis j'écoute plus ça, mais alors qu'il l'écoute tout le temps pour haïr ça n'a aucun sens, tu sais. Ouais. Si t'aimes pas Mike Ward, là, crise-y la paix à Mike Ward, va pas le voir en show. T'as le choix de pas l'écouter, t'es pas obligé de l'écouter. Mike a fait un produit humour comme les Denis Drolet, comme Jean-Thomas Jobin, comme tous les extrêmes absurdes à l'extrême politique, à l'extrême pipi cacapoil, tu sais. Choisis, mais t'es pas obligé d'écouter quelqu'un pour l'haïr. Puis les médias sociaux font en sorte que, pour les humoristes, c'est délicat parce qu'il faut quasiment qu'ils s'excusent à chaque show, tu sais. À chaque fois qu'ils font un gag déplacé. Nous, quelqu'un qui nous aimait pas, là, il fallait qu'il nous écrive une lettre. À l'époque, je parle de RBO à la télé. Il y avait eu Claude Jasmin. Peut-être qu'il nous avait pas aimé. Oui, ça se peut, ça se peut. Claude Jasmin. Il y a eu une couple de controverses. Dans vos débuts, la TQS, me semble. Oui, Claude Jasmin, Denise Bombardier qui nous aimait pas. Elle avait déjà commencé à cette époque-là. Elle avait commencé. Dans le temps de RBO, elle avait dit il y a trop d'humoristes, puis ils ont pas de goût, puis ils parlent mal. Puis le français! Ça revient à peu près 2-3 fois à René que Denise Bombardier plante des humoristes. Puis ça a commencé dans le temps de RBO. Il y avait un gars, Pierre Pasco, à la radio AM, assez cassé, qui nous haïssait. Mais
admettons, nous, on mettait l'adresse de Spectra Scène, je pense, à la fin du show. Puis si vous avez des commentaires à faire, écrivez à telle place. Ouais. Imagine, il faut que la personne écrive une lettre. La lettre, on la reçoit 2 semaines, 3 semaines après l'émission pour dire « Ah oui, mais quand vous avez ri de Jésus, c'était pas drôle. » Ouais. Mais là, les médias sociaux, c'est instantané. Ouais. Et toi, tu fais quelque chose sur scène dans ton podcast, le monde peut réagir instantanément. T'sais. Mais nous, ça n'existait pas, ça, l'idée de réagir rapidement. Il y a des campagnes de salissage qui peut se faire. On a été chanceux de vivre à cette époque-là puis de faire ce qu'on voulait. Nous, on était 5, puis si ça faisait rire la majorité, c'est-à-dire 3 ou plus, on le faisait. C'était pas compliqué. On était les juges de... Puis on n'avait pas de compte à rendre à personne. Puis on ne pouvait pas s'excuser de rien. On faisait nos affaires, puis, ouais. Mais je trouve que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui. Ouais. Faut que tu te montes un esti de grosse carapace pour être capable de... Tu sais, comme moi, quand je reçois ben de la merde, ça me... Ah non, c'est là, dur. Hey man, pendant une semaine, esti, je suis détruit. Mais l'affaire, c'est que si je tiens mon bout puis je reste... Ben quand je reviens, ben ça... Je suis comme immunisé à ce nombre de merde-là que je peux recevoir, tu sais. Exemple comme Mike, il me l'a jamais dit, mais je suis convaincu, si je posais la question, ça serait ça, là. C'est que, tu sais, avec les scandales qu'il a fait, il y en a tellement eu où ce que là, t'as quasiment le Grand Québec au grand complet qui te hait, qui pense que t'es un monstre, tout ça, que... Alors que c'est un gars qui est tellement fin. Sa carapace, là, elle doit être là, à 1 kilomètre d'épaisse. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. Exemple, on prend un exemple, Mike Ward. Là. Ouais. Je sais pas comment il fait pour réagir à tout ce que les gens écrivent sur lui. Est-ce que par le contenu qui génère... les gens ont une certaine raison de se plaindre, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup Mike, je le trouve super drôle, j'adore ce gars-là. Et en personne, les fois que je l'ai rencontré, c'est un gars adorablement gentil et généreux. Généreux, là, ça vaut la peine de le souligner là, parce que moi, j'en fais partie. Moi, je suis né à sous-écoute. Là, même que tu me sors un peu de l'univers des podcasts, l'univers de l'humour, là, le concentré, les geeks nerds d'humour. Ben, mets-moi à l'extérieur de ça, puis je suis fuck all connu. Il n'y a absolument personne qui me connaît. Puis j'aime bien ça de même. Ça fait bien mon affaire. Oui, puis il a fait des affaires avec ben du monde. Puis en tout cas, c'est un gars bien gentil, bien généreux. Mais pourquoi, si t'aimes... Moi, en tout cas, j'en reviens à l'idée, si t'aimes pas quelque chose ou quelqu'un, t'as le droit de... Tu peux souligner que c'est pas ton genre. T'es pas obligé de dire 50 fois que tu l'aimes pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Écoute-le pas, puis fais d'autres choses, Si t'aimes pas tel ou tel humoriste, go fait, va voir d'autres choses. Il y en a 1000 des humoristes. Il y en a plein que tu vas aimer. Moi, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Parce qu'avant, je répondais au monde exactement comme un miroir. De la même véracité, de la même fougue qui me donnait. Puis là, j'ai ramassé, je screenshot ça, je cachais le nom, puis je mettais ça sur les réseaux, puis je riais de lui. Tu sais, t'es mon esti de lait, fuck you. Puis, mais là, mais l'affaire, c'est que j'étais pas mieux avec ça, parce que j'avais tout le temps une rage. Oui, c'est une colère. Je reste dans cette colère. Même quand je l'ai faite, on a ri. Tu sais, je vais continuer à le faire si c'est des bons gags que j'ai, mais... Qu'est-ce que je fais maintenant, c'est quand il y a une conne qui écrit, qui laisse de quoi, je fais une faire comme « Hey, c'est très condescendant, qu'est-ce que tu fais? » Mais il y a trop de marde sur Internet, fait que je t'envoie du love pareil, passe une belle journée. Puis tu fais-tu comme tu fais? Non, mais chez nous, t'as tout ça, par exemple. Mais, puis depuis que je fais ça, pour vrai, ça va vraiment mieux mes affaires. Parce que ça sert à rien, pratiquement, de répondre à la colère, puis tu fais juste... Tu sais, tu peux pas changer l'opinion de quelqu'un sur Facebook ou Internet ou peu importe... Les gens ont leurs idées acquises, reçues. Ça a changé mon minding. Je suis le genre de gars que si tu me fais quelque chose dans la vie, je vais te détester en mort. Ouais. Puis j'ai bien de la misère à oublier. Je suis très rancunier puis susceptible. Tu sais, les deux paix. Mais il y a du monde que j'ai commencé à pardonner. Puis pour vrai, ça va vraiment... Ça te fait du bien. Ah ouais! Dude, je suis libéré. Je vais dans des soirées. Puis au lieu de faire comme lui, c'était style-là, sacrément, je l'haïs. Ben, je fais comme... C'est réglé. Jésus te pardonne. Jésus te pardonne. Voici un pamphlet. C'est bon. C'est bon. Ouais. Toi, y a-tu du monde qui t'ont fait chier dans ta carrière? Non, on a été bien chanceux. On a bien été chanceux. Ouais. Non, ça... Tu sais, je te le dirais, non, mais ça a bien été. On a été bien traités. Non, est-ce que c'était plus facile? Je sais pas. Il y avait moins de colère, il y avait moins de haine qu'aujourd'hui. Ouais. Il y a beaucoup trop de monde qui
qui parlent de ce qu'ils n'aiment pas au lieu de parler de ce qu'ils aiment. T'sais. C'est vrai. C'est assez facile, tu sais. Oui, c'est facile de planter anonymement Ouais. derrière ton ordi, puis derrière ton portable, ton cellulaire. Puis, Ou juste de tomber dans la colère, dans l'envie, dans le... Ouais. Tu sais, c'est facile de tomber là-dedans. Non, nous, on était dans une belle époque. Être humoriste aujourd'hui, je trouverais ça plus difficile. Ouais. Je trouverais ça pas mal plus C'est difficile. une des raisons pourquoi tu as décidé de partir, t'en aller à Matane? Parce que là, maintenant, ça, tu as déménagé, tu habites Oui. Matane. Oui. Tu as repris La maison de mon grand-père. la maison de ton grand-père, mais aussi sa business qu'il avait avec Ben, j'ai pas repris la business. Je recrée la business Ok. de mon grand-père. Ok. C'est-à-dire que, pour te situer, moi, je suis né à Matane. J'ai passé à peu près tous les étés de ma vie en Gaspésie. La famille de mon père et de ma mère venait de Matane. Mes parents sont décédés. Et on allait... Tu sais, ma mère a eu 5 enfants. À 31 ans, ma mère avait 5 enfants. T'sais. Fait que quand l'école finissait, elle frôlait le burn-out, la dépression. Là. Fait qu'elle nous shippait les 5 enfants en Gaspésie. Famille de mon père et de ma mère. Entre autres, moi, quand je suis né dans la maison où j'habite présentement. Là, j'ai 65 ans. Là. ouais. Mes grands-parents sont décédés en 77 et en 92. La maison, ensuite, a été à mon père. Mon père est décédé en 2018. Et là, on avait la maison, mes frères et mes sœurs. On est 5, mais mes frères et mes sœurs ne voulaient pas aller habiter là. Et quand la pandémie est arrivée, 13 mars l'an passé, évidemment, tout s'est arrêté. T'sais, moi, j'avais plus de contrat, j'avais plus rien. Tu t'en allais à Saint-Jérôme, je pense. Oui, c'est j'étais ça? à Saint-Jérôme à ce moment-là. Non, mais tu t'en allais pour... je pense que tu avais un genre de 2 heures à faire. Oui, je faisais de la route 1h30 le matin, Ouais. des fois 2 heures le soir. Là. T'as hey, fuck it. Oui, j'ai passé 20 ans dans le trafic. J'ai habité presque 20 ans dans les Laurentides. Je suis en train de virer dingue. Là. Fait que là, la pandémie arrive. J'ai eu 3 enfants. Le dernier des 3 part de la maison en juillet l'an passé. Et la vraie journée que j'ai décidé d'aller en Gaspésie, puis je te jure, c'est sérieux, c'était le 12 juin l'an passé à 2h15. Tu sais, c'est précis. Là. Ma fille avait fini le cégep en présentiel, pas présentiel. Elle était en mode au cégep Marie-Victorin. Elle avait full d'affaires. Là, elle me dit, papa, peux-tu m'aider à prendre mes affaires au cégep? Puis elle me met ça chez sa maman à Verdun. Fait que là, je la rejoins au cégep. On met toutes ses affaires dans l'auto. Je la laisse chez sa maman à Verdun. Vendredi après-midi, 12 juin, il fait beau, pas d'accident, pas d'accrochage, rien. Puis là, je mets sur mon GPS mon adresse dans le nord. Bien sûr, je sais où j'habite. Je veux savoir comment ça va prendre de temps. Puis là, ça indique 2h15. Verdun, Saint-Jérôme, un vendredi. Et là, je me suis dit, OK, là, c'est décidé, là, je m'en vais en Gaspésie. Moi, j'avais un condo loué à Saint-Jérôme. J'ai dit à ma proprio, vendez-le. En arrivant, j'ai dit, vendez-le, le temps que ça prendra. Puis le jour où vous vendez, je déménage à Matane. Moi, mes 3 enfants, il y en a un à Sherbrooke, 2 à Montréal. J'avais plus de contrat. J'irai de la maison de mon père à Matane. Je viens de là, j'ai des amis, cousins, cousines. Alors, la maison, le condo, en fait, c'est vendu le 25 septembre au matin. Puis le 25 septembre au soir, je dormais à Matane, puis je suis là depuis le 25 septembre dernier. Ouais. Là, t'as à peine, là. Ah, Plus regarde. de trafic. Écoute, il y a 3 feux de circulation, je pense, à Matane. Quand il y a 8 autos, c'est la panique. Il y a 8 autos, mon Dieu, je vais être en retard. Ouais. Fait que c'est sur le bord du fleuve, c'est le paradis. Je te dis, tu t'ennuies pas, là. Non, des fois, mes enfants. Je m'ennuie pas de Ouais. ma gang de chums. D'ailleurs, regarde, toute la Gaspésie au complet passe par Matane cet été. Là. Tout Montréal au complet passe par la Gaspésie cet été. J'ai des amis qui viennent très régulièrement. Bientôt, il va y avoir André Duchamp qui va venir passer du temps chez nous. Sébastien Trudel s'en vient chez nous, avec qui j'ai fait de la radio. Ouais. Beaucoup d'amis. Ah, c'est Puis- ça, parce que tout le monde s'en va se reposer. Ben là. oui, l'été, c'est plein. Ma gang, ils viennent tous, Tu vas mes devenir amis. une halte routière. Ben, c'est quasiment ça parce que, tu sais, tu avais commencé à dire tantôt, j'ai appris mon grand-père a été un des premiers photographes en Gaspésie. Il a ouvert sa shop de photos en 1931. Et puis moi, quand j'ai hérité de la maison de mon père, toutes les affaires qui avaient rapport à la boutique photo, c'était dans des caisses, dans le grenier, dans le sous-sol. Puis là, depuis que je suis là en septembre, je recrée la boutique avec des vieux appareils, avec une vieille caisse enregistreuse. C'est comme un musée, dans le fond. Tu sais, c'est un passe-temps que j'ai. Mais ça marche beaucoup au point où il y a vraiment des photographes qui veulent venir visiter la maison parce que les chambres noires dans le sous-sol sont vintage 1950. Là. Puis il y a une imprimerie puis un studio de pose pour dans le temps qu'ils faisaient des photos de mariage, de première communion, comme en 1950. Ça n'a jamais été touché dans la maison, ça. Fait que c'est un peu ça que je refais comme passe-temps, de me faire un petit musée dans la maison.
Puis il y a des gens qui me contactent, qui me disent, je peux-tu aller faire un tour, visiter ça, voir ça. Fait que, ouais. fait C'est que, cool, ouais. ça. Puis... excuse, continue. Oui, non, mais c'est ça. Je recrée la boutique. Je t'enverrai des photos, comme quand j'étais enfant. À partir des affaires qui étaient dans la maison, que je replace dans les tablettes ou de choses que je retrouve. C'est parce qu'il y a de quoi que je voulais te parler, c'est de parler de vinyle. Puis, oui. T'es un gros fan de vinyle. Même, t'as créé une page Facebook. Ça, c'est fou. Les vinyles... Le vinyle de l'insomniaque. Oui, exact. Puis tu racontes, dans le fond, le vinyle, t'as un peu un prétexte, c'est t'en prends un, puis tu fais raconter une histoire qui te fait penser à ce vinyle-là que t'as vécu ou avec la personne. dont... T'es un professionnel. Ah ouais, t'as fait tes devoirs parce que c'est exactement ça. C'est bien, t'es bon. Parce que y a une histoire qui est écœurante, puis je voulais te laisser la compter. C'est celle avec Dédé Fortin, puis puis Paul Piché, je pense. Oui. Oui. Je vais te laisser. Ben, écoute, pour te situer, pour situer le monde, l'hiver dernier, j'étais Émile, qui t'écoute. Émile, comme cadeau de Noël, il m'a abonné à Netflix. J'avais aucune idée comment ça marchait. Je savais qu'il y avait des bonnes affaires sur Netflix. Là. Fait que là, j'ai regardé à peu près 400 épisodes sur Netflix. J'ai écouté 40 séries, 8, 9, 10 heures, 12 heures par jour pendant la pandémie. Là, à un moment donné, il vient me voir, puis le 30 janvier, j'avais écrit un beau texte sur le 3e anniversaire du décès de mon père. Puis c'était émotif, c'était touchant, c'était un beau texte. Puis là, mon garçon me dit « Papa, c'est beau ce que tu as écrit sur mon grand-père. C'est lui qui parle, donc mon père. C'est beau ce que tu as écrit. » Ben, je dis « Ouais, mais tu sais, une fois par année, je pense à mon père. J'écris quelque chose. » Puis oui, c'était touchant, c'était un beau texte. Je sais pas sur quoi écrire, tu sais. Là, il me dit, ben, écris sur ce que t'aimes. Là, ça a fait comme écris sur ce que t'aimes. C'est tellement simple, tu sais. Moi, ce que j'aime, c'est la musique, c'est le rock. J'ai vu des centaines de shows dans ma vie. Sur 25 ans, tu sais quoi, j'ai rencontré plein de personnalités, plein de monde. Et là, je me dis, j'ai des vinyles, j'ai un système de son. Puis là, je me suis mis à écrire une histoire par jour que je publie toujours à minuit, pile, à la seconde. Moi, je m'endors toujours à 2-3 heures du matin. Ça fait que j'ai appelé ça le vinyle de l'insomniaque. Tout c'est la même affaire. Tu sais, je m'endors jamais avant 2-3 heures du matin. Je suis un lève-tard puis un couche-tard. Puis ça... Écoute, j'ai parti ça, il y avait pendant plusieurs semaines 300 personnes. Puis là, aux dernières nouvelles, on était plus que 8000 en 3 ou 4 mois. Là. Puis les gens font comme moi, publient un vinyle, raconte une histoire personnelle. Puis moi, c'est toujours un prétexte. Tu l'as bien résumé. Je prends un vinyle. OK, celui-là, j'ai écouté quand j'ai rencontré Trellefille. Ça, c'est une peine d'amour. Ça, c'est un voyage avec mes enfants. Ça, Puis celui de Dédé et les colocs et Paul Piché, c'est une de mes bonnes chroniques parce que c'est le soir du 2e référendum et Dédé Fortin lance l'album Atrostomique au medley. Puis tu sais, tous ceux qui ont écouté Dédé à travers les brumes, on le voit ce moment. Oui, j'étais là, moi, ce soir-là. J'étais là. J'étais là. J'étais dans les artistes pour la souveraineté. J'étais avec Paul Piché, entre autres, avec Dédé Fortin. On va l'avoir, notre pays! C'est ça. Il y a même des entrevues à quelque part sur YouTube de nous qui sommes là. Et Dédé, qui est un des plus actifs militants des artistes pour la souveraineté, choisit ce soir-là pour lancer Atrostomique. Et ça part bien, c'est le party, puis lui, la bande sonore de la soirée, c'est les colocs. Puis là, ça finit dans la défaite à 50,38% ou peu importe. Fait que ça finit très, très triste, t'sais. Et je raconte cette soirée-là. Puis je raconte quand je suis parti, puis en plus, il y avait une pluie glaciale à ce moment-là. Mais tu veux-tu raconter ça, justement? J'ai tout raconté. Ouais. Ben, c'est ça. Ça commence, c'est le party, puis Dédé lance Atrostomique, puis pour lui, puis à la fin, évidemment, c'est la défaite. Puis je raconte aussi dans cette chronique-là que j'avais croisé Dédé Fortin. Dédé Fortin a été monteur vidéo à l'époque de Sans Limite à la télé. Oui. C'était un de nos monteurs vidéo, puis c'était un gars brillant qui avait étudié en cinéma à l'université, qui faisait des montages extraordinaires. C'était un naturel, mais il n'était pas connu. C'était avant les colocs. Et un des moments, je ne veux pas dire le plus triste, mais un des moments de ma carrière que je regrette, c'est qu'un soir, ben tard, je suis dans une salle de montage avec Dédé, je pense pas que les colocs existent officiellement. Puis là, il me dit, pendant qu'il me fait un montage vidéo, il me dit... Richard, j'aimerais ça te faire écouter des chansons. Puis moi, j'ai répondu, je m'excuse, j'ai pas le temps. Puis là, je pense à ça aujourd'hui. Tu sais, c'est pas grave parce qu'effectivement, on travaillait fort, mais
sais, c'est devenu les colocs, puis ça n'a pas changé par la suite, parce qu'après... Tu aurais pu faire partie des premiers qui ont entendu. Les premiers qui auraient entendu, exemple, Julie des colocs. Ouais. Puis on s'est revus souvent par la suite. Ils sont venus souvent à C'est quoi faire des entrevues. Ils ont même fait un show à C'est quoi, un studio théâtre qui avait marché de façon incroyable, tu sais. Puis pour jusqu'au référendum, puis même après... tu sais, je raconte la dernière affaire que Dédé m'avait dit en personne. Puis, tu sais, je veux pas donner l'impression que c'était mon grand chum. C'était une bonne connaissance de la business, là. Ouais. Un gars que j'aimais beaucoup. Puis, à un moment donné, il m'avait dit on devrait se monter une grosse gang puis faire une game de hockey bottine. Puis, puis je finis en disant que j'aurais aimé ça. C'était un bon Jack. Oui, il était fin, il était adorable. Tu sais, j'imaginais qu'on joue une game de hockey bottine d'une cour d'école, puis il me dit « Hey, c'est roi, passe-moi à pas que je vais raconter des buts. » Tu sais, comme dans la chanson. Ouais. Fait que ça, c'est une de mes chroniques que j'ai fait sur Atrostomic. Ah, OK. Ben, dans mon groupe, le vinyle de l'insomniaque. Puis là, c'est ça que je fais présentement. On verra ce que ça va donner, mais je fais ça pour le fun, bénévolement. Puis une chronique par soir. Là, ces jours-ci, j'ai quelques reprises parce que je me promène pas mal. Avec la business que tu restart de ton grand-père. Ben, je leur start pas officiellement, mais je recrée le studio. Il y a personne qui va venir faire développer des photos là, mais je veux mettre ça comme quand j'étais enfant sur 3 étages. Là. OK. T'es là-dedans en ce moment. Oui, je suis là-dedans. Puis je vais voir ce que le vinyle de l'insomniaque va m'amener dans le futur, mais là, je suis là-dessus présentement. Hey, Richard, c'était vraiment nice. Ben, c'est très gentil. Merci. Je peux pas serrer la main. On peut pas... Attends, on va y aller de même. Pas trop fort, par exemple. Très, très gentil. Merci de l'invitation. Puis, hey, c'était vraiment cool. Ah, vrai, ben, merci. Là, hey, t'as plein d'histoires, la façon que t'es comptes. C'était vraiment, vraiment le fun. Ben, c'est merci très gentil. Beaucoup de... Fait Puis thank you, Émile, de l'avoir motivé à venir. Mon garçon va t'écouter, c'est sûr. Y a-tu de quoi que t'aimerais plugger, que t'aimerais dire? Y a-tu un projet qui s'en vient? Non, ben c'est ça. Je travaille sur mon vinyle de l'insomniaque, puis je verrai si ça va mener à d'autres choses à un moment donné. Là. OK. Fait que, merci beaucoup, Richard. Peut-être que les gens vont trouver que je cligne de l'œil, puis j'ai un petit œil. Parce que j'ai eu une inflexion dans l'œil à un moment donné. Fait que je sais pas en gros plan ce que ça va donner. Ah, c'est pas grave. Tu me mettras une barre noire de même devant. Ah ouais, c'est une patch. Faut que je me mette des gouttes dans l'œil parce que j'ai comme je voulais m'excuser pour 7h30 où j'ai un petit œil. Bon, c'est correct. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté, man. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom, 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 boom.